La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot. Ravi de vous retrouver pour une saison 3 de Comment ça va le monde. Le principe, vous le connaissez, reste le même. Un invité, un axe de réflexion et des heures de discussion pour laisser place au développement de la pensée, pour se laisser guider par la frénésie des expériences, des connaissances et des analyses. Cette saison, nous la passons en compagnie de Joël Bordet, psychosociologue, qui travaille depuis plus de 30 ans maintenant à comprendre l'adolescence des jeunes des quartiers populaires urbains pour pouvoir les accueillir au mieux dans la complexité du monde d'aujourd'hui, dans une perspective démocratique. Vaste programme qui nous attend dans ces 4 épisodes exclusifs que nous vous proposons. Comment l'adolescence est vécue par les jeunes des quartiers populaires urbains en France et dans le monde. Comment ça va le monde saison 3, épisode 3, s'affirmer, se situer, prendre position. C'est parti. Joël Bordet, on se retrouve pour cette 3e émission, pour la suite de cette série d'entretiens autour de la question de l'adolescence, en lien évidemment avec la question de la démocratie, en quoi cette adolescence est un terrain fertile pour la démocratie d'aujourd'hui et de demain évidemment. Alors après ce premier axe que tu nous as proposé dans le 2e épisode, donc se penser soi, penser l'autre, penser le monde, avec cette question centrale de l'altérité, on part sur un 2e axe fondamental dans tes questionnements et ton cheminement. 2e axe qui est s'affirmer, se situer, prendre position. Est-ce qu'on peut commencer déjà par parler de ce titre et de cet axe ? Tout à fait, merci beaucoup de continuer ce cheminement et cette découverte aussi, parce que c'est aussi un peu comme une marche, peut-être pas en montagne, même si nous sommes dans les montagnes, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre d'un cheminement, ça c'est certain. Parce qu'on travaille aussi un peu comme ça par association. C'est pas non plus un discours préconstruit où il y aurait un exposé. C'est pas une conférence qu'on est en train de faire. On est bien en train d'explorer ensemble une question à partir des associations qui peuvent me venir et qu'on peut dialoguer ensemble. Donc, en fait, il s'agit bien des jeunes des quartiers populaires urbain, donc beaucoup de la jeunesse post-coloniale, post-ouvrière en fait. Peut-être que moi j'ai été ségrégée, encadrée par les politiques publiques aussi pour écouter essentiellement les jeunes des quartiers populaires issus des questions de migration et post-ouvrière, ce que j'appelle la jeunesse post-ouvrière, post-coloniale. Des fois, je trouve que c'est un peu dommage que j'ai été autant encadrée même si je suis très très heureuse d'avoir travaillé pour ces jeunes et avec ces jeunes, mais je trouve des fois qu'il me manque dans les oreilles d'avoir écouté d'autres jeunesses, dont les jeunesses effectivement en milieu plus rural, qui s'identifient plus, j'allais dire en tout cas pas à des parcours post-coloniaux. Et c'est vrai que, en tout cas, c'est ce que je sais faire. Voilà. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans cette jeunesse des quartiers populaires, il y a quelque chose d'exacerbé c'est de l'adolescence, de toute façon. La démocratie, une adolescence exacerbée, puisque au final, ce sont des adolescents comme les autres, avec des problématiques qui sont peut-être un peu plus, quoi. Oui, je pense que de fait, la rencontre avec des cliniciens de l'adolescence, des grands cliniciens comme Philippe Guton ou Olivier Douville, qui ne sont pas du tout des spécialistes, un peu plus Olivier Douville, mais en tout cas Philippe Guton, pas du tout. Sa clientèle de travail n'a jamais été les jeunes des quartiers populaires. Par contre, justement, eux, ils m'ont ouvert à l'adolescence comme étant un enjeu et une philosophie de travail, de clinique, qui évidemment ne se réduisent pas aux jeunes des quartiers populaires urbains, mais qui travailleraient pour toute l'adolescence. Cependant, ma façon d'en parler, par exemple, l'axe qui a été développé sur ce rapport à soi, rapport à l'autre, rapport au monde, il est vrai pour tous les adolescents. Il n'est pas spécifique. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir travaillé à l'école centrale avec des jeunes centraliens sur un séminaire qu'on faisait avec Christian Michelot
qui s'appelait Rencontre des jeunesses, où en fait, pour la première fois de leur vie, ils traversaient le périphérique pour aller dans les quartiers à l'est de Paris, dans les villes comme Saint-Denis, Aubervilliers. Ils y étaient jamais allés. Et il y en a un qui était, c'est les grands ingénieurs d'école centrale, hein, ils avaient plutôt déjà 23 ans. Et il y en a un qui a écrit c'est le plus grand voyage que j'ai vécu, c'est plus grand que d'aller en Chine. Parce qu'en fait, tout d'un coup, comme ils y allaient aussi pour rencontrer des animateurs et des jeunes, et donc des réalités sociales, des façons d'être qu'ils connaissaient pas du tout et dont ils avaient peur, hein, pour la plupart, avec déjà beaucoup de préjugés. Le fait qu'on les accompagne par ce travail qu'ils avaient choisi, hein, c'était un séminaire qu'ils avaient choisi, de fait, ils revenaient un peu transformés. Et il y en a vraiment, mais je pense qu'on manque vraiment en France d'expériences comme ça, c'est-à-dire d'expériences qui permettent à des jeunesses de se reconnaître ensemble et de se reconnaître d'ailleurs peut-être comme françaises et comme citoyennes du monde, mais en tout cas comme jeunes et comme ayant un travail à faire qui s'appelle l'adolescence pour les adolescents et après les jeunes adultes, c'est aussi la possibilité de se positionner dans ce monde. Et ça, c'est un travail à faire, si je peux dire, pour tous les jeunes, quel que soit leur milieu social. Et ça, c'est vrai que je pense que la façon dont les pouvoirs publics ont réduit complètement le ministère de la jeunesse a fait aussi que, en fait, moi, c'est clair, j'ai travaillé aussi comme ça parce que les financements étaient du côté de la politique de la ville. Et que la politique de la ville, plus de la jeunesse, et que, en plus, mon travail était assez original dans la politique de la ville parce qu'on n'a pas été quand même si nombreux que ça comme chercheurs à travailler sur cette jeunesse et tout le temps sur cette jeunesse. Et avec cette approche-là. Donc, c'est vrai que je pense que c'est dommage que l'éducation populaire n'ait pas pu fédérer en fait l'ensemble des jeunesses et au nom qu'il y aurait une jeunesse en difficulté et une jeunesse qui ne le serait pas. Parce que je pense qu'effectivement, dans ce monde-là, faire son adolescence, on voit bien, alors du coup, la jeunesse qui peut être en difficulté des classes supérieures, elle va dans le privé, elle va être et beaucoup plus dans des structures d'individualisation, c'est-à-dire on va aller voir un psychiatre, un psychologue, on va aller dans un... Voilà. Mais du coup, le collectif comme mouvement collectif de société, il a été beaucoup moins porté dans les classes bourgeoises. Et il est stigmatisant par essence. Et du coup, il est stigmatisé, en tout cas, le fait de voilà. Donc là, il y a quelque chose qui, sur le plan démocratique, on aurait intérêt, si un jour la gauche revenait au pouvoir, à promouvoir, en fait, de la rencontre entre les jeunesses. Et pas seulement parce qu'il y en a une qui serait en difficulté et l'autre qui ne le serait pas. La question, c'est que chacun, on n'est pas dans les mêmes conditions sociales, mais on peut reconnaître que l'accueil de l'adolescence est un enjeu pour toutes les classes sociales. Et je pense aussi que je regrette, c'est vrai, de ne pas avoir plus travaillé en milieu rural, parce que ça m'est arrivé quand même de faire des enquêtes un peu au travail. D'ailleurs, les premiers ateliers de l'esprit critique, je les ai faits avec les fédérations des centres sociaux en Finistère. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer. Mais réellement, parce qu'ils n'ont pas voulu, mais réellement, il y avait un vrai enjeu, parce que la façon dont parlent ces jeunes, effectivement, à distance des villes, qui ont peur de la ville, qui ont peur pour certains du mouvement, mais qui, eux, se sentent toujours légitimes comme Français. Là, moi, vraiment, il y a quelque chose où ils disent, bien sûr qu'on est Français. Et par contre, s'il y a un gars d'origine, j'allais dire, de l'Afrique noire qui se retrouve dans le groupe, il dit, ah non, mais moi, je suis légitimité -5. Hein. Ah, non, moi, c'est pas pareil que vous. Hein. Mais ça dit quoi, ça ? Ça dit quoi que, de fait, dans cette histoire française ensemble, on a plein de jeunes aujourd'hui qui vont pas se sentir légitimes de la même façon. Et je pense que cette question de la légitimité, elle est un peu au cœur de l'axe que je vais définir aujourd'hui. C'est que si, de fait, on n'arrive pas à être à égalité de légitimité d'existence dans son pays pour se reconnaître comme citoyen français, et on voit bien comment le RN, là, moi je dis toujours FN, mais c'est le RN, joue sur ça, l'histoire sur la double nationalité, la défiance de la double nationalité, jusqu'à la ministre. Je veux dire, faut oser, quoi. Et donc, on voit bien qu'il joue sur ça. Il joue sur ces insécurités-là. Il joue sur des espaces de fragmentation. Il joue sur de la haine et sur de la peur. Et quand ils disent ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Parce que ça ne s'adresse pas que au jeune qui est concerné, parce que lui, il a une double nationalité. Ça s'adresse à celui qui n'en a qu'une et qui dit, mais moi, je suis sûr que ce que je suis. Lui qui me prouve ce qu'il est. Mais oui, parce que le problème, c'est que ce discours, il prend aussi.
Oui. Donc, c'est quand même... comment il y a le problème du RN, effectivement, et de ce qu'il renvoie, mais il y a aussi le problème de nous, citoyens, qui recevons ça, et qu'est-ce qu'on fait de cette information, mais d'ailleurs, et on a notre responsabilité le là-dessus. RN se saisit d'une peur qui est déjà là. C'est-à-dire que si de fait tous les Français étaient déjà rassurés que de fait ils sont vraiment français, le RN ne pourrait pas se saisir de cette question-là. Mais il y a quand même eu l'idée de la déchéance de nationalité à un moment donné quand même portée par la gauche. Donc il y a quand même eu aussi une non-affirmation totale du politique, dont la gauche, de dire vous êtes tous des Français et quel que soit ce que vous faites, vous êtes traités tous pareil. Et donc qu'est-ce que c'est que cette idée de penser qu'on peut déchoir de la nationalité parce que on serait avec un parcours migratoire qui ferait qu'on pourrait revenir à ça pour pas les traiter pareil. Donc cette question, vous voyez, du droit à l'affirmation, et de la nécessité de l'affirmation à l'adolescence, elle est quand même très conjointe à la question de la légitimité. C'est-à-dire, si on ne se vit pas comme légitime comme l'autre, bien sûr qu'on ne va pas s'affirmer de la même façon. Et je pense qu'à l'adolescence, alors là, je voudrais revenir sur quelque chose que dit Philippe Guton, qui m'a beaucoup touchée, et Antoine était là aussi à cette conférence, c'est de prendre la mesure à quel point l'adolescence est un événement. C'est-à-dire à quel point un enfant devient adolescent et qu'il est, en fait, c'est un tsunami, si on peut dire, il est complètement modifié dans son environnement, dans son système pulsionnel, à l'intérieur de lui-même, à l'extérieur de lui-même. Il a tout à repenser dans le rapport avec les parents, avec les copains, avec l'école. Et puis, de fait, il est poussé dans son corps à être quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il faut mesurer le travail que c'est que d'être adolescent. Et que c'est vrai que moi, ça m'intéresse parce qu'on est presque dans des métamorphoses. En fait, un adolescent, un enfant qui devient adolescent, il se métamorphose, il se transforme. Et comment, c'est ça qui est d'ailleurs passionnant en tant que personne tiers, c'est d'accompagner cette métamorphose et de faire que la métamorphose fasse la plus belle personne qui puisse exister pour qu'il ait la plus belle vie qui soit, quoi. C'est encore une histoire de transfuge, finalement. C'est de métamorphose. La métamorphose, c'est quand même passer d'un état à l'autre. C'est quelque chose où il y a quelque chose qui vous arrive qui est plus fort que vous, là, qui est la question pulsionnelle. Comment Guton, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Pulsionnel, qui est très intéressant, parce qu'on voit bien que c'est dans ce mouvement interne qui nous dépasse, parce qu'il est biologique, parce qu'il est physique, parce qu'il est émotionnel, il est tout. On va se transformer. On a tous vécu ça. Il n'y a pas de personne au monde qui ne vit pas ça. Donc, comment on le vit ? Et toutes les sociétés ne l'accueillent pas de la même façon. Et là, l'accueillir dans la démocratie, c'est-à-dire dans quelque chose qui fait, pour moi, la liberté de l'individu, mais toujours négociée dans le rapport avec les autres, avec les institutions, avec le fait qu'il y a de la conflictualité aussi, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, et que, effectivement, pouvoir circuler en démocratie, c'est assumer que ce travail de mouvement, il est permanent. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette vision de la société, on peut accueillir des adolescents et qu'est-ce qu'il y a à mettre au travail et à soutenir avec eux. Donc, c'est vrai que le premier axe que j'ai développé, c'était sur ce rapport à soi, à l'autre, au monde. Et là, je voudrais développer un deuxième axe qui me semble être un travail, d'ailleurs, que soutiennent de fait les parents, les éducateurs, tout le monde. Je mets jamais que des mots sur des choses qui existent déjà, quand même. Qui est effectivement qu'un jeune ne peut pas grandir, ne peut pas devenir une belle personne s'il ne peut pas s'affirmer, se situer et prendre des positions. Et je pense que c'est une intention aussi, l'adolescence. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec la transformation. C'est-à-dire que, de fait, on vivra de toute façon un mouvement de transformation à l'adolescence. Plus ou moins facile, plus ou moins heurté, plus ou moins rentrant dans les codes, dans les clous, plus ou moins en souffrance, plus ou moins, au contraire, en émerveillement. Mais de toute façon, il n'y a pas de personne qui évite l'adolescence, sauf à ne plus exister. Donc, c'est vrai que cette question-là, moi, ce que je propose dans ces podcasts, dans ces émissions, c'est de dire, tiens, en fait, nous, en tant que tiers, qu'est-ce qu'on soutient de ça ? Où est-ce qu'il faut qu'on mette notre énergie ? Et moi, le travail avec l'adolescence, etc., aujourd'hui, m'amène à avoir envie de parler de ces deux axes-là. C'est-à-dire, je crois réellement que dans cette société d'aujourd'hui, aussi en France occidentale, telle qu'elle est, la question de pouvoir s'affirmer, de pouvoir se situer et de pouvoir prendre position, ça fait partie des intentions qui vont permettre de faire une belle adolescence. Donc, mais ça ne peut pas se faire tout seul.
Ça ne peut pas se faire tout seul parce que l'adolescent, il ne grandit pas tout seul. Donc si effectivement, ensemble, on ne porte pas une intention, ce sera très difficile de le porter ensemble. Et à un moment donné, il faut bien faire communauté pour faire grandir les enfants. Donc faire grandir les adolescents, en tout cas leur permettre de faire leur adolescence, c'est être là, dans une capacité à la fois individuelle et collective, mais donc en partageant quelque chose de ce qu'on entend, de l'enjeu qui est en train de se passer. Et ça, c'est beaucoup ce que je fais avec les éducateurs, c'est d'essayer de mettre, les animateurs, c'est d'essayer de mettre à jour, c'est quoi les enjeux. Donc là, c'est un enjeu, moi, qui me marque ces dernières années, parce que je crois qu'on est aussi dans une société où tout le monde s'affirme. C'est-à-dire, il y a aussi une évolution de la question de l'affirmation. Peut-être que... Pardon, je te coupe, mais parce que cette question de l'affirmation, est-ce que ça rejoint une question de la revendication ? Qu'est-ce qu'on entend derrière s'affirmer ? Pas forcément. Moi, je pense qu'il y a peut-être 20-30 ans, on était davantage... il me semble, dans la référence à un avenir où il fallait travailler par la revendication à un avenir qui allait advenir et qui serait meilleur. C'est comme ça qu'on envisageait... projeté vers le futur. Voilà, on envisageait le progrès social comme ça, on envisageait la conquête comme ça, on envisageait la conquête des droits, la conquête de la dignité, la conquête de la liberté, etc. On était dans une projection. Et ça ouvrait vers un potentiel meilleur pour le futur. Un potentiel monde meilleur. Ouais. Je pense que beaucoup des gens dits à gauche étaient dans cette perspective-là. Alors, soit en étant révolutionnaire, soit en étant social-démocrate, soit en étant... Mais il y avait de toute façon progressiste. Avec quelque chose où le lendemain serait meilleur qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, et encore plus les jeunes qui vivent aujourd'hui, ils ont quand même du mal à imaginer que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Et qu'on est quand même face à quelque chose où il y a quand même des très grandes peurs. Enfin, il faut écouter les jeunes. Moi, je les écoute sur un module qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui rassure ?» Et j'ai créé ce module de travail parce que j'entendais leur peur sur l'existence. Mais c'est vrai qu'ils sont complètement... Ils ont complètement peur, mais nous aussi on a peur. On a peur de la crise du climat, on a peur que demain il y ait moins de boulot, que demain les services publics ne tiennent plus, que demain il y a encore plus de répression sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mal à projeter un monde en confiance qui serait meilleur demain qu'aujourd'hui. On est quand même beaucoup sur la défense des acquis, certainement trop, et du coup on a du mal à saisir d'ailleurs des forces de changement qui pourraient être positives, parce qu'on est beaucoup sur la défense des acquis. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter les jeunes. Parce qu'eux, ils ne sont pas sur la défense des acquis. Ils prennent le monde tel qu'ils l'entendent au moment où ils naissent au monde. Et du coup, ils disent des choses sur des capacités du monde qu'on n'entend pas forcément si on est sur la défense des acquis. Et je pense aux réseaux sociaux en disant ça. C'est-à-dire, sur les plateformes de réseaux sociaux, ils ont aussi une capacité à s'en servir comme un acquis et pas que comme une aliénation. Et que si on n'entend pas que de fait, de toute façon, ils vont se construire là-dedans, et que de fait, ils vont aussi construire des belles choses là-dedans, eh ben, on n'est pas capable d'aller les identifier et on va avoir peur des réseaux sociaux, jusqu'à dire qu'il faudrait leur fermer le téléphone. Alors, je ne dis pas du tout, alors c'est une autre question sur la présence aux écrans avec les petits, etc. Il y a bien sûr à travailler, mais enfin, je ne crois pas que la solution, ce soit de dire on va fermer le réseau social. C'est effectivement comment on s'approprie, nous, les adultes, le réseau social, là où les jeunes, ils sont déjà en train, j'allais dire, d'ouvrir des capacités. Oui, parce que... Évidemment, c'est dans le paysage, donc et de fait, ils le font. L'intégrer. Donc c'est vrai que ça transforme la transmission, parce que ça veut dire aussi que les adultes, il faut qu'ils se disent à ce moment-là que eux ils savent pas. Et donc c'est en écoutant les jeunes qu'on repère des choses que eux ils ont ouvert, mais que nous on sait pas. Et il faut un peu d'humilité. C'est peut-être ça qui est compliqué. En tout cas, il faut une position qui n'est plus dans la transmission verticale. Ça veut dire qu'il faut cette curiosité chez l'adulte de dire ah ouais super, tu vas m'apprendre quelque chose. Mais ça, c'est quand même la base de la position de l'éducateur. Normalement. Bah, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est enseignant, par exemple. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a aussi de la transmission de savoir verticale. Et l'enseignant, il est en même temps confronté à des jeunes qui vont apprendre autrement. Donc c'est là qu'il y a une complémentarité éducative. Si l'enseignant travaille avec l'éducateur, l'animateur, la médiathèque, etc., va y avoir une complémentarité en fait de l'accès au savoir. Parce que le médiathécaire, il a une possibilité d'écouter comment le jeune il va aller sur le réseau social pour se saisir du livre que n'aura peut-être pas l'enseignant. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut de la communauté éducative, mais ça, on y reviendra dans un autre sujet. Là, ce dont je voulais parler, c'était effectivement sur le fait que s'affirmer aujourd'hui, c'est extrêmement présentiel.
C'est-à-dire qu'on voit bien aussi dans ce que disent les jeunes, c'est que passé, présent, avenir, pour la plupart, ça n'existe pas. C'est-à-dire la plupart des jeunes que j'écoute, ils sont dans le présent immédiat, au sens de dire que ce qui compte, c'est les enjeux stratégiques de ce qu'ils vont prendre au mieux dans l'immédiateté, où ils vont être soumis à l'immédiat. Mais c'est l'immédiat qui s'affirme. Et l'immédiat, ça veut dire l'événement de la confrontation avec le policier, ça veut dire la note qu'on a ratée, ça veut dire au contraire ce qui est super, la relation amoureuse qui est super qu'on vient de vivre, ou au contraire l'échec amoureux. Enfin, ils sont pris en permanence par des événements. En permanence par des événements qui sont souvent fragmentés et aussi par la question des informations qui bougent tout le temps. Donc du coup, ils sont dans un monde extrêmement instable et ça s'entend vraiment dès qu'on les interviewe, dans un monde instable, dans un monde où il n'y a plus de permanence évidente. Si ce n'est, alors du coup, ça sert d'ailleurs très bien les conservateurs, en disant, mais vous voyez, tout ça est beaucoup trop instable, il faut maintenant leur redonner des repères absolument intangibles. Mais non, la démocratie, c'est justement des repères qui changent, mais des repères suffisamment solides pour qu'ils puissent changer. Donc comment on fait quand on est de gauche pour soutenir des repères qui changent sans être pris par l'immédiateté de la mobilité permanente et de l'autre côté, la pensée absolument conservatrice qui serait que c'est l'uniformité de la jeunesse parce qu'on est dans un monde d'origine chrétienne et que quand même le patriotisme c'est des valeurs intangibles et que de ça c'est une permanence sur laquelle enfin il faudrait que ces jeunes acceptent que c'est ça la permanence. Ben, si on veut être dans la démocratie, c'est au contraire qu'est-ce qui fait qu'on va bouger avec eux mais en les rassurant. Donc là, c'est quoi ? Eh ben, c'est la pensée. Pour moi, c'est une des façons, en tout cas, c'est penser ensemble. L'esprit critique, le fameux esprit critique. En fait, prendre le temps de penser, prendre le temps de dérouler les choses, prendre le temps de critiquer les choses, prendre le temps de les regarder de différentes façons, prendre le temps de se dire que oui, il y a un avant quand on a pensé, il y a un après quand on a pensé, et que de fait, on n'est pas tout à fait pareil quand on a commencé l'atelier de l'esprit critique que quand on l'a fini, et qu'on a mesuré qu'effectivement, on pouvait avancer ensemble, et que la pensée, c'est quelque chose qui demande du temps, et qui donne du temps au temps. Donc c'est vrai que les ateliers de l'esprit critique qu'on a mis en place, c'est en fait des scènes qui donnent du temps au temps. C'est-à-dire on va créer aussi un dispositif de travail, par exemple, à partir du photolangage, on prend une photo qui fait peur, une photo qui rassure, et on va prendre le temps de s'en parler. On va prendre le temps d'associer. Et quand on associe sur des images, eh ben, on donne du temps au temps. On donne du temps au temps, puis on écoute l'autre en se disant, mais après tout, tiens, ce que dit l'autre, c'est pas idiot. Et d'ailleurs, ça me donnerait bien à penser que moi aussi, je peux penser ça, ou je peux penser autrement. Et surtout que ça donne du temps au temps, mais ça l'inscrit le temps. Ça crée une fresque temporelle. Exactement. Parce que on a compris que du coup, il y a une inscription, une sorte de blocage dans une matrice de l'immédiateté, avec un futur impossible. Bon, c'est très punk en fait. Hein. Mais où est le passé ? Où est passé le passé ? Le passé peut pas exister dans son rapport au passé si en fait on ne pose pas dans le temps. C'est-à-dire que effectivement la question de la clôture de l'immédiateté, elle va s'ouvrir parce que on va donner du temps au temps et que du coup, tout d'un coup, un môme il va dire ah oui mais en 1940, ils ont fait des autodafés avec les livres. Et ça, je me rappelle, c'était à Fleury-Mérogis. On travaillait sur la déconstruction des stéréotypes. Et on est à Fleury-Mérogis quand même, avec des jeunes qui sont vraiment en prison pour des choses graves. Et il y a un jeune qui dit, sur la question de la déconstruction du stéréotype des Juifs, il dit, mais en 1940, il y a eu des autodafés. Et il savait ce qu'était un autodafé. Et tout d'un coup, ça revenait prendre sens dans ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire, ils savent plein de choses. En réel, ils savent énormément de choses en termes d'histoire. La question, c'est où est la surface de confiance et du temps où, de fait, il y a encore le temps de se dire « Ah, ça me sert à quelque chose de penser cet événement. » Et là... Parce qu'ils ont appris des événements. Ils ont appris à l'école, ils ont fait de l'histoire géo et réellement, ils en ont fait. Mais la question, c'est que ça leur serve. Et que pour que ça leur serve, il faut qu'il y ait du temps qui donne du temps au temps. Et donc là, est-ce qu'on est au cœur du titre de cet épisode, se situer ? Oui, alors on est bien plutôt dans se situer que s'affirmer. Mais surtout, effectivement, sur la question de se situer, s'ils sont que dans l'immédiateté, ça veut dire que l'image qui leur est renvoyée d'eux, elle est tout le temps fractionnée en fait. Et d'ailleurs, ils sont très pris par les images. S'il y a une chose qui les focalise sur TikTok, sur le virtuel, c'est l'image. Et donc l'image, c'est pas du temps. Alors l'image peut devenir du temps. Ça dépend comment on la fait parler. Mais
effectivement, moi, je suis très frappée par leur rapport à l'image. Par exemple, sur la campagne là, avec le RN, j'ai essayé de les faire parler sur le rapport à l'image de Bardella. Et j'ai envie d'explorer encore davantage ça. Mais on voit bien que c'est une image qui les a marqués parce que c'est quelqu'un qui apparaît lisse, pour lequel la vie serait facile, pour lequel il aurait réussi malgré toutes ses origines, d'ailleurs. Et que de le fait, lui, parce qu'il s'affirme un vrai Français, en fin de compte, il a une belle vie, c'est assez facile pour lui et c'est une personne lisse. Et il est beau. Il a été un sujet d'identification. Et une projection facile. Et une projection facile. Et positive. Mais qu'est-ce qu'il disait, son programme, qu'est-ce qu'il soutenait? Rien à foutre. La question, ce qui était, c'est est-ce que je peux m'identifier à lui? Donc c'est vrai qu'il faut bien repartir de là. Sereinement en plus. Parce que ça met à distance les émotions. En tout cas, c'est non conflictuel. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je me dis, mais comment on repart de l'image de Bardella pour ouvrir cette image-là et lui redire, attendez, quand même, Bardella, il dit des choses. Il n'est pas seulement une image. Voilà. Et je pense que là, parce que réellement, ça peut vraiment faire des effets de manipulation et d'aliénation. Donc, comment effectivement on part d'eux? Parce que la question, c'est pas de dire ils devraient pas être comme ça. Ils sont comme ça. Ils se construisent comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à partir de là où ils sont, par contre, ils ont une capacité de recevoir tout de suite l'image, et peut-être beaucoup plus que moi, ce que j'avais au même âge. Ça n'a rien à voir. Donc, comment effectivement, avec ce qu'ils vivent de ça, on va ouvrir. On sait bien que sur TikTok, plus ils regardent les mêmes images, plus on va les renvoyer aux mêmes images. Bon, qu'est-ce qui fait que un truc sur TikTok, on va ouvrir à d'autres images? Donc, quand on les fait passer d'une image, qu'est-ce qui fait peur et qu'est-ce qui rassure? C'est très intéressant, parce que de fait, on est déjà en train d'associer, et ça parle tout seul. Ils n'ont aucun problème à parler sur des images. Donc, moi, je me rappelle d'un moment qui m'a beaucoup émue, c'est une jeune femme, peut-être j'en ai parlé hier, si j'en ai parlé, tant pis, mais c'est une jeune femme qui... je me demande si j'en ai pas parlé. Vas-y, je te dirai. C'est une jeune femme qui... elle a pris une image de femme battue. Ah oui. Si, je crois que j'en ai parlé. Oui, donc, on va trouver un autre exemple, parce que quand même, on ne va pas tout le temps parler de la même chose. Mais je me rappelle de... Ça ne me vient pas comme ça. Mais en tout cas, cette question de parler sur des images, je pense que je suis très frappée par leur facilité. Attendez, ça me revient. Oui. Par exemple, c'est une photo de quelqu'un qui est très replié sur lui-même. Voilà. Et cette question, par exemple, d'être replié, d'être pauvre, de la peur de la solitude et d'être pris dans l'addiction des produits, elle est omniprésente chez les jeunes. Mais surtout la question de la solitude, la question des mauvaises émotions, la question d'être triste, la question de la dépression. Et ça, c'est hyper présent dans leur peur d'exister. Et de l'autre côté, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher le groupe, ils vont chercher le soleil, ils vont chercher l'émotion collective. Et c'est ce qu'ils vont chercher dans les images. Donc c'est aussi, qu'est-ce qu'on entend de ça pour soutenir ça avec eux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait aussi que, de fait, les images, quand ils en parlent, elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose qu'on peut reprendre avec eux. Donc ils ont des vraies peurs. Ils ont peur d'être pauvres, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur... Et qui est-ce qui les rassure aujourd'hui en particulier? C'est la famille. Alors la famille a une ampleur très très importante dans leur vie. Et quand j'entends un gouvernement qui veut punir les familles en disant que les familles sont mauvaises, qu'elles font pas ce qu'il faut pour éduquer leurs enfants, mais c'est vraiment méchant. Parce que réellement, s'il y a un truc qui tient encore et que les familles font des efforts énormes pour exister ensemble, c'est, même si de fait elles survivent des fois avec l'argent de la drogue, etc. Mais l'effort des familles pour exister ensemble, c'est considérable. Et l'effort des jeunes pour que les familles, elles existent. Donc vous voyez, on est aussi dans cette question de l'écoute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on écoute pour que les jeunes puissent s'affirmer? Et là, je viens bien sur le thème et se situer. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'adultes, on n'a pas cette ouverture-là à les écouter au plus près de là où ils sont, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on reçoit d'eux? Qu'est-ce qu'on reçoit d'eux à la fois dans ce qui leur fait peur et dans ce qui les rassure? Et comment le fait de travailler sur la peur et la réassurance, ça va faire qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se situer par rapport à ça et dire, j'y peux quelque chose. Oui, j'y peux quelque chose et je peux ne pas être que soumis à la peur, comme je peux ne pas être que soumis à la haine, que je peux ne pas être que soumis à des émotions qui vont m'emmener vers des choses qui n'attrapent pas en fait la transformation réelle. Donc je pense que cette question de l'écoute des adultes et en tant qu'adultes d'être là pour recevoir effectivement là où ils sont, en fait ça leur permet de se dire, ah, je suis là et donc j'y peux quelque chose.
Ah oui. Mais c'est deux choses différentes de se dire « Ah, je suis là » et « Ah, j'y peux quelque chose ». Parce que la mise en mouvement, la mise en action, elle est quand même... Déjà, c'est pas la même chose que pour y pouvoir quelque chose, il faut être là. Oui, la première étape, c'est peut-être se situer. Mais après, la mise en mouvement... ça va quand même ensemble. C'est-à-dire que les jeunes, souvent, ils aiment assez vite le mouvement et l'action. Mais s'ils ne sont pas là, c'est-à-dire s'ils ne sont pas conscients de là où ils sont, ils ne peuvent pas trouver le mouvement. C'est ça. Et s'ils sont tout le temps en mouvement, mais sans savoir où ils sont eux-mêmes, et là, je pense que ce travail sur la pensée critique, c'est une des choses qui permet qu'ils soient déjà là et qu'ils savent exactement où ils sont. Mais je pense que quand ils prennent une scène de théâtre, c'est la même chose. Quand de fait, ils créent une chorégraphie, quand de fait, ils créent une poésie, quand de fait, ils prennent une position, ça leur permet d'être là. Mais c'est le principe même de l'éducation. Oui, enfin, moi je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence à ça. Parce que l'éducation, c'est multiple, ça peut être aussi d'apprendre du savoir, ça peut être plein de choses. Non, il n'y a pas d'évidence à ce que, je pense que dans l'éducation nouvelle, on pense qu'effectivement, pour qu'un jeune apprenne, il faut qu'il soit là. Mais on sait bien aussi que dans l'école traditionnelle, on ne se pose pas tellement la question que les jeunes soient là. Il faut qu'ils soient là en cohérence de comportement. Mais qu'ils soient là à eux-mêmes et présents à ce qu'ils apprennent, ça c'est une autre histoire. Parce qu'on peut être tout à fait dans une approche comportementale, rééducative, en disant « montre que tu es là », mais en fait, tu n'es pas là. Donc nous, quand on est dans l'éducation nouvelle, on cherche quand même à ce que les jeunes soient authentiquement là, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment là. Et pour ça, il n'y a pas d'évidence aujourd'hui à ce que les jeunes soient là. Parce qu'ils sont tout le temps appelés à ne pas être là. C'est-à-dire, soit ils sont appelés parce qu'il va falloir qu'ils se soumettent à une image, soit ils se soumettent à une information, soit se soumettent à un comportement. Mais qu'ils soient là avec une intégrité, au sens de dire « je suis d'accord pour être là de cette façon-là », alors là, c'est pas souvent qu'on leur demande ça. Donc c'est vrai que moi, les ateliers de la pensée critique, je donne cet exemple-là parce que c'est celui qui me fait travailler beaucoup, mais je pense que ça les amène à une centration et à une responsabilité de la situation où ils sont à ce moment-là. Quand ils prennent une position sur la carte en disant « oui, madame, de toute façon, le Congo, on n'en parle pas assez, parce qu'en fait, moi, je suis d'origine du Congo, mais cette guerre-là, on n'en parle jamais, on parle des autres, mais de nous, on ne parle pas. » Ils se situent. Ils se situent et ils s'affirment. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'occasion d'un adulte qui est là pour les écouter, parce que de fait, ils vont se situer sur une carte. Et c'est là qu'intervient la question de la légitimité. C'est leur redonner une légitimité. En tout cas, je ne dirais pas ça, si je peux me permettre. Je dirais que ça contribue, en tout cas, à les rendre légitimes, à leurs yeux, aux yeux des autres. Mais ce n'est pas la même chose que de reconnaître la légitimité qui est conférée par le statut de nationalité. C'est-à-dire ça, c'est une autre réassurance, à mon avis, qu'il faut travailler, qui n'est pas la même. C'est-à-dire quand même, c'est qu'est-ce qu'on peut leur démontrer aussi avec des juristes, etc., sur le fait que oui, on ne peut pas, c'est intangible, ils ont la nationalité française. Voilà. Donc c'est aussi comment on les rassure avec le droit. Mais là, ce que j'étais en train de parler, c'était la question de la situation. C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'ils s'affirment, il faut qu'ils puissent se situer. Et que se situer, c'est se situer, on l'a vu hier dans le rapport à soi, à l'autre monde, mais c'est aussi se situer dans l'issue et maintenant du temps, de l'histoire, de l'être au monde. C'est vraiment ce que disent les phénoménologues sur qu'est-ce que c'est être au monde. Ce sentiment que c'est intangible, on est là, on est posé là. C'est Heidegger, c'est être là. Voilà. Et bien cet être-là, avec les adolescents, c'est jamais évident. Mais avec ces adolescents qui vivent la stigmatisation, qui vivent des fois des violences pour lesquelles ils ne comprennent rien, qui vivent... Alors, je ne veux pas en faire que des victimes, parce que l'autre partie prenante, c'est aussi qu'ils peuvent aussi faire n'importe quoi en étant des héros. Donc, mais qu'est-ce que c'est être modestement là au monde ? Parce qu'on est tous là au monde. Et ça, je pense qu'il y a des situations pédagogiques, il y a des situations de vie collective. On peut, par exemple, un séjour d'adolescent au bord de mer, faire des activités qui font qu'on a l'impression d'être là. Voilà. Et que cette question-là, elle me paraît effectivement importante aujourd'hui, comme pour toutes les adolescences. C'est qu'il n'y a pas d'évidence à ce qu'un adolescent y soit là. Et qui se sentent réellement posés quelque part, c'est-à-dire vraiment en accord avec lui-même. Et je pense que d'avoir des adultes qui peuvent leur renvoyer ce qu'il est en train de dire, c'est une façon de construire aussi qu'il soit là. Voilà. Et c'est vrai que la scène des ateliers de la pensée critique fait aussi qu'ils sont tous là
puisqu'on crée un cercle. Et que le cercle, il va effectivement, chacun va se présenter. Donc, on est bien ensemble là, au même moment. Et on va vivre ensemble quelque chose qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne le vit pas. Donc, comment on le tient ensemble ? Et dans le fait d'être là, tu parles beaucoup de la question du temps, de se situer dans une temporalité, mais il y a aussi, j'imagine, la question de l'espace, parce que c'est pas la même chose d'être là. La question de l'espace, on en a plus parlé hier. Que justement, hier, on a beaucoup circulé sur la question de l'espace. Mais aujourd'hui, pour parler de l'affirmation, moi, je veux parler du temps. Et c'est pas, il y a plusieurs entrées dans l'affaire. Mais moi, je veux rester sur cette question de l'affirmation du temps pour aujourd'hui. Parce que je pense que vous pourrez circuler avec hier pour faire le lien entre l'espace-temps. Mais si je me déplace si je me déplace sur l'espace, on va quitter en fait cette question-là. Et ce que je veux dire, c'est que l'axe du temps, c'est comme une colonne vertébrale aussi. C'est qu'est-ce qui fait que il y a aussi la généalogie. C'est aussi d'où je viens, où je vais. Moi, par exemple, c'est très frappant. Et là, ça renvoie à des concepts qui sont les rapports entre l'histoire et l'historicité. Je pense que chacun de nous, on a une historicité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se raconter notre histoire à nous. Et cette façon de se raconter notre histoire, c'est une façon de construire notre historicité. L'histoire, elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre. L'histoire, elle est faite par des scientifiques autour de la lecture des faits. Et parce que les faits, justement, faire histoire, quelque part, ça n'appartient pas à l'historicité. Mais ce qui est intéressant avec des adolescents, c'est de pouvoir mettre en lien les deux. C'est-à-dire que leur historicité s'inscrit aussi et à la fois fait l'histoire, et l'histoire fait leur historicité. Et je pense que c'est une façon, avec des adolescents, d'aborder une façon de circuler avec la question identitaire. C'est effectivement que, oui, je m'inscris dans une historicité qui est la mienne, celle de ma famille, celle de ma communauté de vie, et que ça, je pense que le narratif et le récit, d'ailleurs, est très intéressant pour faire l'historicité. Mais de fait, ça s'inscrit dans une histoire qui est plus grande que nous. C'est-à-dire, de fait, quand il y a le nazisme, le nazisme, c'est le nazisme. Enfin, c'est quelque chose. Voilà, s'il y a la guerre d'Algérie, il y a la guerre d'Algérie. Avec des faits, il y a des gens qui ont travaillé sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Et c'est autre chose que de se raconter son vécu à soi familial de la guerre d'Algérie. Mais ce qui est très intéressant, c'est la rencontre des deux. Parce que du coup, la rencontre des deux permet de se positionner. Et de se positionner dans quelque chose qui est à la fois plus grand que nous, mais qui nous permet de nous saisir. Donc tout ce qu'on peut faire, où des jeunes, effectivement, des adolescents et des jeunes adultes aussi, peuvent, j'allais dire, revenir sur cette question de l'historicité. Ma famille à moi, elle a traversé quoi ? Elle a vécu quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire de la façon dont on me raconte les événements ? Effectivement, peut-être que les événements, les faits comme on les pose, c'est pas exactement ce qu'a vécu ma famille. Et d'ailleurs, est-ce que je peux m'y retrouver ? D'ailleurs, moi, quand je suis d'origine pied noir, quand je suis d'origine harki, prise dans ces histoires-là, quand je suis prise dans l'histoire d'une famille qui était des militants du FLN, sûrement qu'on ne se raconte pas les faits de la même façon, ni dans la famille, ni pour soi-même. Mais pour autant, comment après on fait avec l'histoire ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils aiment ça. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir travailler avec eux, et ça, les travaux de Paul Morin, je reviens sur Sauce algérienne, sont très intéressants, parce qu'on voit bien que là, les jeunes, ils ont à la fois dans l'idée que ce n'est pas forcément leur vie d'aujourd'hui, mais que d'en parler, c'est quand même très, très bien. Donc, et je pense que si on veut parler de la question de la lutte contre l'antisémitisme, c'est évident qu'il faut continuer à travailler avec des générations pour lesquelles il n'y a plus, j'allais dire, d'ancêtres qui ont peut-être vécu justement, j'allais dire, l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale, donc la Shoah, etc., voilà, mais que c'est dans toutes les mémoires, enfin c'est dans beaucoup de mémoires. Donc qu'est-ce qui fait aussi que même si on n'a plus les témoins historiques, ça continue à pouvoir parler. Parce que si c'est vrai que cette histoire-là, elle s'oublie, alors comment on va travailler sur la renaissance des antisémitismes ? Parce qu'on ne peut pas penser ni que le racisme, ni l'antisémitisme, ni ces rapports de haine-là vont disparaître magiquement. On a bien vu dans les émissions de Jonathan Ayoun, qui sont des émissions remarquables, je trouve, qui sont passées sur Arte, sur l'histoire de l'antisémitisme, c'est le travail de Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun. On voit bien que, moi je pense que l'antisémitisme reprend des formes différentes. Donc cette question d'antisémitisme, mais aussi du racisme, mais aussi du refus de l'autre. Je veux dire, là,
là, il y a quelque chose où c'est tout le temps en mouvement. Donc, comment on fait si effectivement des jeunes, ils peuvent plus attraper ça dans leur rapport entre l'histoire et l'historicité? Donc, vous voyez, je pense que l'école peut pas tout faire. Et que de fait, l'école, elle en fait un bout, mais que là, ça renvoie aussi à d'autres cercles éducatifs de pouvoir travailler ces questions-là, mais aussi l'école. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, dans un temps aussi rapide de transformation, aussi rapide du monde, les jeunes, ils ont réellement besoin de se situer dans ce rapport entre histoire et historicité. Et mais que ça demande de mettre des espaces au travail de ça, parce que c'est pas magique, ça vient pas magiquement. Et c'est vrai que c'est pas immédiat sur les réseaux sociaux, c'est pas immédiat dans les cours d'histoire géo. Donc comment on crée des espaces? Et moi, je le vois avec les ateliers de la pensée critique, que réellement, quand on les amène à ça, ils sont tellement contents. Parce que ça les rassure, parce que fondamentalement, ça leur fait penser, et je pense que ça les... Je ne dis pas que ça résout tout, mais ça contribue à ce que tout ce qu'ils ont appris prenne sens quelque part pour eux à un moment donné et qu'ils puissent se le raconter. Donc ils puissent se dire « Ah oui, je suis cela ». C'est quoi s'affirmer ? S'affirmer, c'est pouvoir dire « je suis cela » et je peux choisir peut-être dans cela. Si on part sur la question des rapports de genre, incroyablement compliqué aujourd'hui, franchement. Moi, pendant longtemps, je me suis dit « Oh, les quartiers populaires, ils sont pas trop traversés par ça ». C'était pas vrai. Et je me rappelle un jour, ça c'était intéressant, on travaillait justement c'était sur la valeur du respect. Et il y a une jeune femme qui était une professionnelle dans un travail sur la question de la rupture scolaire. Elle dit, moi je suis contente de moi parce que j'ai respecté une jeune. Elle dit, ah bon? Oui, elle avait 12 ans et puis elle était de famille musulmane très traditionnelle. Moi je suis musulmane traditionnelle et elle me dit, moi j'en ai rien à faire de mes parents et d'ailleurs je suis non-binaire. Et elle me dit, moi, j'ai accepté qu'elle me dise ça. Et et là, je dis, alors ça veut dire quoi, non-binaire? Et puis, elle me dit, voilà, elle ne savait pas très, très bien en réel. Personne ne savait très, très, très bien ce que disait non-binaire. Et puis, je fais le tour du groupe, là, et je leur dis, alors, non-binaire, ça vous dit quoi? Et il y avait plein d'animateurs, de plein d'origines différentes, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, de plein de pays aussi. Des Comores, de je ne sais où, et il y avait moi, enfin bon. Et puis, il me dit, oh non, 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 madame, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis je leur dis, mais vous croyez, enfin, puis je leur dis, mais en fait, on est d'où, nous? Puis alors, il y en a un qui me dit, ah ben moi, je suis des Comores, moi, je suis de là, et puis moi, je dis, ben, je suis de Normandie, mais c'est un peu plus compliqué, etc. Bon, voilà. Et on circule sur un peu d'où on vient, qui on est. Et puis, il y en a un moment donné qui dit, ah oui, ben, franchement, hein, mon père, il était témoin de Jéhovah. Ma mère, elle était catholique. Moi, je me suis changée en musulman. Et bien, ces jeunes-là, ils m'emmerdent. Il y a des hommes et il y a des femmes, et maintenant, ça suffit. Et il était en colère, quoi. Tout d'un coup, il se dit, mais en plus, il va falloir qu'on se paye ces questions-là. Mais moi, je ne sais pas réfléchir avec ça. Ça ne me dit rien, je ne sais pas penser ça. Donc, il faut imaginer aussi aujourd'hui la complexité quand même d'une transformation des représentations et comment ces adolescents, de fait, portent, parce qu'ils arrivent au monde tel qu'ils le trouvent, et ils posent des questions et ils posent des affirmations qui sont très dérangeantes. Mais très dérangeante quand même, qu'on me montre un parent pour lequel c'est simple d'avoir un gamin qui dit, ben non, en fait, je suis pas un homme, je suis une femme et il faut, voilà. Mais c'est pas facile. Enfin, on peut pas se dire que c'est facile. Et comment on accueille ça? Comment on accueille ça? Parce que de fait, ça fait partie aujourd'hui, je crois, pour un certain nombre de jeunes, de leur affirmation et de leur façon aussi de se détacher peut-être de l'autorité parentale. Et ils ont trouvé aussi comme possibilité de se détacher de l'autorité parentale, de dire, ben moi, je vais définir qui je suis. Mais c'est quand même assez grave. Ça veut dire que je vais pouvoir me redonner naissance dans mon sexe. C'est quand même pas rien. C'est pas rien pour un parent. Comment on fait avec ça? Donc, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui des choses qui ne sont pas assez pensées et qui sont trop traitées d'un point de vue idéologique, comme si on avait affaire à être d'accord ou pas avec ça. Moi, c'est pas ma question. Ma question, c'est qu'il y a des jeunes qui, de fait, s'en emparent de ça. Donc, comment je comprends ça? Comment je comprends ça? Et qu'est-ce que ça veut dire dans une clinique, par exemple, dans une approche clinique, que d'avoir des jeunes qui veulent se redonner naissance au niveau de leur définition sexuelle, de genre sexuel, c'est compliqué, hein, le rapport entre tout ça. Et comment on accompagne les adultes pour accompagner ces changements-là, mais aussi les jeunes. C'est-à-dire comment on arrive à dialoguer avec eux de ça, sans être saisi par « Ah ben oui, tu as sûrement raison ». Bah, je veux dire, tu as sûrement raison, mais raison de quoi? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on en fait?
Et qu'est-ce que ça veut dire pour leur vie future? Et si on confond effectivement une révolte avec les assignations parentales, avec la question de la définition de qui on est, quelle liberté ils prennent là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, il y a des questions éthiques, vous voyez, qui sont très compliquées. Moi, je ne sais pas répondre à tout. Ce que je sais qu'aujourd'hui, c'est que ça déstabilise un paquet de gens, dont pas que les parents, tout le monde. Et que cette question du rapport de genre, moi, je pense qu'il faut effectivement beaucoup la travailler, mais pas seulement d'un point de vue d'une affirmation idéologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça met en jeu dans les peurs des gens, dans les possibilités, qu'est-ce que ça ouvre comme le possible, Alors, moi, j'ai trouvé pour moi-même une façon de circuler avec, parce qu'il faut bien aussi que moi, je circule avec ça, c'est que j'ai tendance à penser que c'est intéressant de s'intéresser à la plasticité. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai discuté beaucoup avec mon ami Daniel Boittier, qui est philosophe, parce qu'il faut aussi de temps en temps aller chercher des notions qui vont nous permettre de faire face au phénomène, quoi. Parce que moi aussi, je suis comme tout le monde. Je veux dire, quand on me dit non-binaire, c'est pas ma génération, hein. Moi, j'étais féministe, tout ça, mais certainement, on s'est battu sur les questions de l'homosexualité. Mais alors, le rapport de genre, le non-binaire et tout ça, non, ça n'existait pas. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça. Oui, tu n'as aucune représentation de la chose, quoi. Non. Et donc, il y a quelque chose qui a émergé, qui est intéressant et important. Alors, j'en discute avec des copains qui, effectivement, sont plus jeunes que moi et qui revendiquent, en fait, ces catégories-là. Et du coup, moi, ça m'a mis à réfléchir sur une notion qui, je trouve intéressante pour la question démocratique. C'est la question de la plasticité. C'est-à-dire, ce qui me frappe chez un jeune avec qui je travaille, c'est qu'ils sont plusieurs en même temps. Alors, ça, rien de nouveau. Je veux dire, à l'adolescence, on est toujours plusieurs en même temps. Mais eux, ils sont vraiment plusieurs en même temps. C'est-à-dire qu'ils passent d'un monde à l'autre, d'une façon d'être à l'autre, dans la même journée. Là où avant, peut-être qu'il fallait avoir une espèce quand même d'unité qui faisait qu'effectivement, toutes ces façons d'être différentes à l'intérieur de soi, on avait à en résoudre quelque chose pour s'affirmer comme une unité. Ça, c'est ce que développe beaucoup Erikson dans le bouquin sur la crise de l'identité à l'adolescence. C'est effectivement la résolution à l'adolescence de ces différentes personnalités. Aujourd'hui, on est dans un monde où les jeunes, en fonction de l'heure et du temps, vont ne pas se présenter au monde de la même façon. Je vais vous donner un exemple précis. Je me rappelle un entretien que je faisais, c'était avec des jeunes dans des enquêtes à Échirolles. Et je suis avec un groupe de jeunes, et là, il y a 3 jeunes filles voilées, mais vraiment, et qui sont très, de fait, très, comment dire, qui ont une autorité certaine sur le groupe, mais aussi qui physiquement sont très fixes. Parce qu'il faut tenir à la position. Et je vois très bien que dans le groupe, elles tiennent une position d'autorité morale. Et qu'en fait, les garçons, quand ils parlent, ils font très attention à ce qu'ils parlent face à des jeunes filles voilées qui portent pour eux quelque chose de la morale religieuse. Mais de fait, le groupe fonctionne comme ça. Voilà. Et que de fait, ces jeunes filles, à ce moment-là, tiennent ce rôle-là. Et c'est vrai que c'est assez souvent que des jeunes filles sont garantes, quelque part, de la moralité des garçons. Ça non plus, c'est pas tout à fait nouveau. Bon, là, ça s'exprime peut-être un peu plus à travers la religion musulmane, mais ça peut aussi s'exprimer autrement. Donc, je suis avec ces jeunes filles, très bien. Et avec ces jeunes hommes, etc. Puis le lendemain, je suis au lycée. Et là, je fais toujours les entretiens. Et là, il y avait un groupe, d'ailleurs, de 4 jeunes garçons qui venaient, je crois, de Turquie 3 ans avant. Puis, on travail, et il y en a un qui dit tout d'un coup « Ah oui, nos ancêtres sont morts pour les 35 heures, alors nous, on va pas laisser faire. » Je dis, alors là, je suis avec des jeunes Turcs au lycée d'Échirolles qui... je dis, on va dire à Martine Aubry, hein, quand même. C'était sur la loi El Khomri. Bon, et donc je sors de la cour du lycée, et intérieurement, je vais prendre le train, t'es un peu pressé, mais je rigolais en me disant, mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi, nos ancêtres. Et puis je vois, il y a 2 jeunes filles qui m'interpellent et qui me disent « Eh, mais madame, vous ne nous reconnaissez pas ?» Et c'était mes 2 filles voilées de la veille, là, qui sautaient d'une patte sur l'autre, qui n'avaient plus de voile, et qui n'étaient plus du tout dans le même mouvement du corps. Parce que sortaient du lycée, et que là, effectivement, elles n'avaient pas porté de voile. Donc la même jeune fille, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle est autorisée, enfin à l'école, elle est de toute façon pas autorisée à porter le voile. Mais je veux dire que peut-être que c'est bien justement de ce point de vue-là, qu'il y ait aussi des lieux où de fait, non, ça c'est pas autorisé. Elle peut être autrement. Voilà. Mais par contre, dans le quartier, elle peut porter le voile.
Et puis à la maison, elle porte peut-être son jogging. Donc elle est encore différente. Donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils se construisent par image, ils construisent plusieurs personnes d'eux-mêmes. Et qu'ils le mettent à l'épreuve de façon différente selon les espaces et selon les gens avec qui ils sont en relation. Et ils circulent franchement plutôt très bien d'un espace à l'autre. Donc si on veut les assigner à une seule chose, en leur disant si tu es une vraie Française, tu ne dois jamais porter le voile. Et que de fait, tu dois prouver que tu es française. Et que c'est ça. Et que les autres postures que tu as, ce sont des mauvaises postures. Alors là, c'est fini. Ça veut dire qu'elles ne pourront plus circuler à égalité. Et donc, ce que j'appelle la plasticité, c'est-à-dire ce droit à pouvoir être plastique, et que de fait, on n'est pas pareil selon les moments et selon les gens avec qui on est. Ce qui est notre cas à chacun d'entre nous. Mais si on le codifie en fonction de t'es patriote ou t'es pas patriote, t'es assimilé, t'es pas assimilé, etc., c'est fini. C'est-à-dire, il y a un droit démocratique qui est perdu. Parce que le droit démocratique, c'est justement le fait qu'on peut s'affirmer différemment selon avec qui on est, comme on est, tout en étant dans le respect, j'allais dire, des règles de civilité. Donc, et c'est vrai que la notion de plasticité, c'est-à-dire comment aussi au sens des identités, on peut à l'intérieur de soi-même continuer à naviguer entre plusieurs façons d'être et en reconnaissant que de fait, on va naviguer avec plusieurs façons d'être, voire en le revendiquant, pour moi, ça fait partie effectivement des changements. Parce que je pense que l'adolescence que même moi j'ai vécue, c'était pas comme ça. On devait affirmer une unité. Là, je pense que de fait, on a des adolescents qui se construisent avec différentes facettes d'eux-mêmes et qu'ils les affirment comme étant toutes légitimes. Et ça, c'est une transformation de l'adolescence. Alors, pardon pour la provocation, mais on pourrait lire ces différentes facettes comme une sorte de soumission à l'environnement dans lequel elles sont, finalement, ces jeunes filles. C'est une adaptation, mais on s'adapte tous. Mais et adaptation ou soumission parce que... Adaptation. Moi, je crois qu'on est tous adaptés. Je veux dire, on fait tous ça. Alors, si tu parles de la question du voile ou pas le voile, oui, il y a une soumission aussi à une situation réglementaire. Et puis, au quartier, est-ce qu'elle pourrait vraiment ne pas avoir le voile enfin, de toute façon, on est toujours pris tous entre soumission et adaptation. C'est le rapport aux normes. On a tous affaire à des rapports de normes. Après, effectivement, c'est un équilibre. Si effectivement ces jeunes filles, elles sont complètement sous la pression du groupe et que c'est hors de question qu'elles arrivent non voilées, là, elles seront dans la soumission à la force du groupe. Mais on peut aussi penser qu'elles vont s'adapter à la demande du groupe. De même à l'école, on peut aussi penser qu'après tout, s'adapter à des normes portées par l'école, ça fait partie quand même de l'école. Si l'école, elle a plus de normes, je ne vois pas comment on fait l'école. Et puis ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et ça fait partie de la vie que d'apprendre qu'il y a des normes de fait auxquelles tu vas devoir, j'allais dire, t'adapter. Et donc, c'est toujours la question entre la soumission et l'adaptation. Si quand on te fait remplir une attestation avec le Covid, tu la remplis parce que tu te soumets à la règle, mais que quelque part, tu es complètement en désaccord, tu es dans la soumission à l'obéissance. Si tu le fais parce que tu t'adaptes à la situation, parce que tu as quand même peur du Covid et que tu dis quand même il vaut mieux ça, tu es dans l'adaptation. Alors que le résultat est le même, mais voilà. Mais l'intention que tu mets dedans, elle n'est pas la même. Ouais, donc c'est vrai que la question de la liberté, là pour le coup des adolescents, elle est aussi leur capacité à penser eux-mêmes ce rapport entre soumission et adaptation. Et donc la liberté des adolescents est en lien direct, ce que tu disais, avec cette plasticité, justement. Et celle des adultes. C'est-à-dire que si les adultes eux-mêmes ne deviennent plus que des gens qui sont le relais de choses sur lesquelles, parce que la laïcité, ça voudrait dire que, de fait, il n'y a plus le droit d'affirmer ça, ça et ça, ou dans un désir d'uniformisation, à ce moment-là, on n'est plus dans la même liberté de la plasticité d'être plusieurs en même temps. C'est autre chose. Oui, il y a quelque chose de castrateur, mais et en même temps, est-ce qu'il y aura pas toujours c'est comme un cours d'eau, quoi. Il y aura toujours un chemin, voilà. Mais par exemple, sur la question je pense à la loi sur le séparatisme. Oui. Je pense que de fait, l'usage qu'on fait aujourd'hui de la laïcité, qui est quand même un usage extrêmement autoritaire, qui dit que en fait, il y a ceux qui respectent de la laïcité et ceux qui la respectent pas. Il y a, je veux dire, on a été quand même jusqu'à mesurer les robes à l'intérieur des établissements scolaires. Est-ce qu'on ne pouvait pas en faire un objet de travail ? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire un objet de travail sur l'abaya et dire mais ça représente quoi ? Et de discuter avec les élèves sur qu'est-ce que ça veut dire d'arriver avec ces robes-là ? Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire, de mesurer les robes pour virer les élèves ? C'est quand même des choix éducatifs, ça. Voilà. Et l'esprit critique, le choix éducatif, la démocratie, pour moi, ça aurait été d'en discuter. Et puis peut-être, effectivement, de se mettre d'accord ou pas sur une norme, une règle à un moment donné d'un établissement scolaire, mais peut-être pas, justement, il faut avoir la langue... Voilà. Je veux dire, donc c'est bien l'usage qu'on fait de la norme
et l'usage qu'on fait des règles dans un processus démocratique. Moi, je pense que dans un processus démocratique, les règles et les normes, ça s'intériorise, ça se travaille. Moi, quand je fais un camp d'adolescents, alors à l'échelle d'une société, je ne sais, c'est plus compliqué, mais on peut aussi penser que c'est pas le niveau vertical de la République qui va décider de tout, mais que des communautés scolaires sont aussi capables à un moment donné d'édicter leurs normes pour que tout le monde puisse vivre ensemble, et qu'effectivement, vivre ensemble dans un collège à Échirolles, c'est pas forcément un collège dans le 6e arrondissement ou un collège, je sais pas, à Hénin-Beaumont. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait par hasard, mais voilà. Et que de fait, mais dans chaque établissement, on pourrait dire éducatif, il y a un travail à faire sur les normes et les règles qu'on partage ensemble. Parce que la plasticité, ça ne veut pas dire qu'on peut être tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses où on va effectivement respecter qu'on est ensemble. Donc, mais si ce travail-là, il est toujours porté par une verticalité autoritaire qui descend d'en haut, et en plus qui dirait en gros que rien n'est complexe, puisqu'il suffit que si tu salis, tu nettoies et la question est réglée. C'est très manichéen ça réduit l'éducation à rien du tout. Il n'y a plus de travail éducatif. Quand un ministre de l'Éducation peut dire « tu salis, tu nettoies » et ça, la question, elle est réglée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éducation. Ça veut dire qu'on est sur une approche complètement autoritaire, descendante de ce que c'est qu'un comportement. Donc, c'est plus d'éducation. Pour moi, c'est plus d'éducation. Ou alors, c'est une éducation à la soumission à l'autorité. Donc, c'est vrai que cette question sur adaptation-soumission, c'est toujours une question d'éducation. Et c'est une question démocratique. Et c'est effectivement dans cette conscience qu'ont les adultes de cette complexité du rapport entre soumission et adaptation qu'on va aussi accepter les affirmations des adolescents. Mais la première chose pour moi, c'est la possibilité aussi de les écouter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le sens de leur affirmation ? Si on n'a pas le sens de leur affirmation, comment on va comprendre leur rapport entre soumission et adaptation ? On ne pourra pas le comprendre. Donc, on ne peut pas faire l'économie du langage, on ne peut pas faire l'économie de l'écoute pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire de ça. Et c'est vrai que je pense qu'on est très centré sur l'action, sur les affirmations, les opinions, mais pas assez sur... Qu'est-ce qui fait que je suis d'accord avec moi-même pour être là, à ce moment-là, dans cet endroit-là, en prenant en compte l'ensemble des règles qui organisent l'espace autour de moi. Et ça, je pense que c'est marrant parce que je crois que les écoles maternelles, ils apprennent beaucoup plus ça en école maternelle. Mais avec les adolescents au collège, franchement, on leur apprend pas ça. On devrait s'inspirer des pédagogies des classes maternelles. Non, c'est vrai, on a fait beaucoup de progrès, je pense, sur l'accueil des jeunes enfants de ce point de vue-là, sur ce respect de leur positionnement dans l'école, le rapport aux activités, enfin, sûrement encore beaucoup de progrès à faire. Mais au collège, franchement, on ne pense pas le collège comme étant des lieux de dynamique de groupe. La seule chose, c'est qu'on veut éviter le dit harcèlement dans la cour de récréation, mais le harcèlement dans la cour de récréation, il dit tout le travail qui n'est pas fait et qui n'est pas autorisé à faire. Parce qu'il y a des CPE qui voudraient le faire, il y a des profs qui voudraient le faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est l'intérêt d'ailleurs du dispositif des cités éducatives, en tout cas pour ce qui est des quartiers politiques de la ville, c'est d'avoir pensé à faire des collectifs d'éducation à l'échelle des quartiers, où à la fois il y a des activités éducatives complémentaires à l'apprentissage des savoirs qui peuvent se faire dans l'école, et en même temps des activités éducatives qui peuvent se faire à l'école, voire des activités éducatives où on va apprendre des choses à l'extérieur de l'école. Donc il y a une dialectique intérieure-extérieure pour accueillir les adolescents. Donc vous voyez que la question, et là on retrouve la question des espaces, mais il faut bien la question des espaces pour que les jeunes puissent se poser et s'affirmer. Et ça, je crois qu'on ne le pense pas assez. C'est-à-dire, de fait, dans plusieurs cités éducatives où j'ai travaillé, et grâce aussi aux ateliers de la pensée critique, comme on a été faire des ateliers dans plusieurs lieux éducatifs du même quartier, on a créé ce que j'appelle le principe d'hospitalité éducative. C'est-à-dire, on s'est accueillis mutuellement. Ça paraît bête, mais aller faire un atelier à un moment donné au bord de la plage, là, comme je viens de faire à Sète avec la police, de faire un autre atelier au lycée professionnel, et puis un autre atelier au cœur du quartier de l'étang de Thau, à la MJ, au centre social, et ben de fait, les professionnels qui vont vivre ça vont aussi vivre les jeunes à des moments différents, de façon différente, parce qu'ils ne seront pas accueillis de la même façon et que chaque lieu porte des choses différentes. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'accueillir les jeunes, pour pouvoir avoir cette affirmation et les supporter dans leur affirmation, il faut absolument que nous-mêmes, on puisse circuler entre différents espaces, sans avoir peur.
Parce que, de fait, les jeunes circulent entre différents espaces. Ils vont au club de sport, ils vont au collège, ils vont faire la musique, ils vont, à un moment donné, être avec leurs copains, ils vont être un moment sur le réseau social. Où est-ce qu'on est, nous, dans ces circulations-là ? Et ce n'est pas des circulations de surveillance, c'est des circulations où, de fait, on va aussi entendre qu'ils ne sont pas les mêmes, mais que notre travail à nous, c'est aussi des fois de leur envoyer à ce qu'ils sont. Et du coup, eux vont mailler des choses entre eux et à l'intérieur d'eux-mêmes pour dire moi, je suis cela. Témoins, enfin, de tiers, en fait. De tiers, ouais. C'est-à-dire, voilà. Et du coup, ça permet aussi de jeunes de dire moi, je m'appelle comme ça, j'ai tel âge et je suis ça. Ça paraît bête, mais quand on fait dans les ateliers de la pensée critique un cercle, et que chaque jeune va dire je m'appelle comme ça, je suis dans telle école et j'ai tel âge, il va exister dans le groupe. Oui, il prend position. Et il prend position comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire chaque intervenant, éducateur, etc. Alors, on ne va pas forcément dire son âge, mais il va dire qui il est. Et moi, je me rappelle un jeune qui dit à la fin d'un atelier « Oh, franchement, c'était bien cet après-midi, parce qu'on était ensemble. Et puis, il y avait tant de gens qui font des choses différentes. Et ils étaient tous là. » Voilà. Ou d'une jeune fille aussi, c'était au lycée à Corbeil, qui dit oh, c'était bien cet après-midi parce qu'on était comme entre amis, mais on était au lycée et il y avait des adultes. Voilà. Donc c'est vrai que cette question de comment on fait des espaces, des lieux surtout, où ils vont pouvoir se poser et affirmer voilà qui je suis. Et après, ils vont pouvoir prendre le risque de la parole. Après, ils vont pouvoir prendre le risque de, effectivement, aller dire « voilà ce que je souhaite aujourd'hui ». Et c'est ça, justement, dans le titre « S'affirmer, se situer, prendre position ». Là, on est dans le prendre position. Quand il dit « voilà ce que je souhaite ». On est à la fois dans les trois en même temps, en réel. On est en même temps dans « je m'affirme, je me nomme »,« je me situe, je suis dans le groupe », et en même temps, je prends position parce que moi, je pense ça. En ce moment, je pense ça. Par exemple, je pense qu'effectivement, on ne parle pas assez du Congo. Ou, voilà, moi je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de pauvres pris dans les pays pauvres, il va y avoir beaucoup de gens en difficulté climatique, et de fait, c'est un vrai problème. Et il y a la gamine qui ne supporte pas, et qui dit, non, mais Lavoisier, il a dit que de toute façon, l'eau, elle se transforme. Donc on va trouver des solutions. Donc ça veut dire aussi que chacun, à un moment donné, va s'affirmer dans l'objet qui est travaillé. Voilà. Alors, je dis ça parce que moi, j'ai cette pratique actuellement des ateliers, mais je sais bien qu'il y a plein de gens qui font la même chose que moi à travers d'autres situations et qui vont permettre à ces jeunes de à la fois s'affirmer, se situer et, j'allais dire, prendre position. Et je crois que c'est vrai que... Alors là, je parle bien des adolescents. Et les jeunes adultes, je pense que les 18-25 ans, c'est quand même un peu différent parce que là, il y a quelque chose aussi de prendre le monde pour revendiquer des choses, pour devenir une force politique. Je pense que les jeunes entre 12 et 15, enfin 12-17 ans, 12-16 ans, ils sont dans ce que je dis là. C'est-à-dire vraiment dans « je nais au monde ». Je nais au monde et j'ai besoin d'un... Alors, il y a toujours cette phrase merveilleuse de Paolo, qui est un grand ami, qui disait « Je savais que j'étais né au monde, mais je ne lui avais pas été présenté. » Oui, notre travail d'accueil des adolescents, c'est de faire qu'ils se présentent au monde et qu'ils puissent le prendre et qu'ils puissent s'y situer et qu'il n'y a pas d'évidence à ça. Et en plus, d'autant plus avec des adolescents qui, quand ils étaient enfants, ils ont vécu le Covid. Il ne faut jamais oublier que les adolescents qui arrivent aujourd'hui, ils ont vécu l'expérience de l'enfermement. Ils ont vécu la peur du Covid. Ils ont vécu les morts dans les familles. Ils ont vécu des situations où on a fait l'école à la maison. Donc, je pense que là, il y a aussi quelque chose vraiment qui est très important. On voit bien qu'on a des adolescents fragiles, qu'on a des adolescents phobiques, qui ont peur de sortir, qui ont peur de prendre position, parce qu'ils ont vécu l'enfermement, parce que les gens avaient peur. Donc là, on a aussi une transformation aujourd'hui, et c'est maintenant à soutenir, de fait que accueillir ces enfants qui ont été dans cette situation-là en tant qu'enfants, c'est pas rien. Et eux, ils arrivent dans les collèges aujourd'hui. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je retravaille beaucoup avec les adolescents. Parce que je me dis là, on a une urgence aussi à entendre ce que vivent ces adolescents. Et on ne peut pas traiter ça qu'en termes de problèmes de santé mentale, même si je pense qu'il y a des gens, il faut le traiter en termes de santé mentale. Mais c'est toute une génération qui a affaire à quelque chose où on doit être capable en éducation d'entendre ces particularités-là pour les accueillir. Alors, c'est vrai que la question des jeunes adultes, et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas par hasard que ce gouvernement veut remettre en cause la protection des 16-18 ans. Moi, je suis très inquiète par ça, parce que je pense que c'est pas par hasard qu'on est majeur à 18 ans. Et que si on dit qu'à 16 ans, il n'y a plus la possibilité d'être protégé de la même façon. Parce qu'on serait un mineur comme un autre. Mais que de fait, c'est ce qu'ils appellent l'excuse de minorité. Si on lève ça,
Je veux dire, c'est une période de très grande fragilité. Et si la réponse, elle est d'abord sécuritaire, à la fragilité des 16-18 ans. On a des moments qui sont quand même des moments clés. Par exemple, le moment du passage du CM2 à la 6e. C'est vrai que cette question des 10-12 ans, c'est une question de grande fragilité. On sait bien que la question de tenir à l'école, si le môme ne tient pas à l'école à 12 ans, 13 ans, la sortie du système scolaire à 13 ans, ça veut dire des mômes perdus quand même. Ça veut dire des mômes qui vont être repris. On a des fois des quartiers où vraiment il y a beaucoup d'enfants qui vont plus à l'école. Et ils ont 14 ans, quoi. Et ils iront pas dans une nouvelle école. Donc ça veut dire que réellement, d'abord, ils vont être soumis beaucoup plus à l'économie parallèle quand même, et à des risques d'emprise, de guetteurs, etc. Des modes de socialisation qui sont complètement à distance des institutions, avec des adolescents qui sont plus en relation avec des institutions éducatives. Ça, nous, on est très inquiets dans un certain nombre de quartiers. Parce que là, on voit bien qu'ils s'auto-organisent, j'allais dire, des groupes de jeunes qui sont extrêmement manipulables et extrêmement fragiles. Et ils sont petits quand même. Et l'autre moment, effectivement, moi je crois que les 16-18 ans, c'est un vrai enjeu parce que c'est l'enjeu aussi de la question du lycée, c'est la question des études. Et on voit bien qu'ils ne vont pas tous faire des études. Mais si effectivement on transforme l'école de telle façon qu'ils soient orientés extrêmement tôt, et que leur destin social, il est fixé quasiment à 10 ans. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que toute cette adolescence où on fait des essais, des erreurs, où on peut se reprendre, ce sera fini. Ce sera fini. Et là, c'est pour ça que les réformes actuellement du collège sont si importantes. Parce que remettre en cause aujourd'hui la démocratie au collège et refaire des filières où très tôt on crée des déterminations sur des notes évaluées et que de fait, là, ça veut dire que le destin des jeunes va se jouer extrêmement tôt et c'est pas des destins scolaires, c'est des destins de socialisation. Ça veut dire qu'on a des jeunes qu'on va renvoyer dans des systèmes opaques, j'allais dire, hors de la protection des institutions. On va avoir des jeunes qui n'auront pas le droit, la possibilité de faire des études et qui seront effectivement très vite, j'allais dire, dans des métiers, dans des métiers qui aujourd'hui sont très peu protégés, dans l'ubérisation, mais aussi les métiers de service peu protégés. Et puis, on aura quelques-uns qui feront les études. Mais vous voyez, l'instauration de filières comme ça, elle est extrêmement dangereuse pour moi dans la possibilité justement de s'affirmer, de trouver son chemin et de penser que le chemin est ouvert. Parce que comment on va tenir un chemin ouvert si de fait la détermination scolaire ferme très très tôt. Et donc sociale. Donc parce que c'est pas une scolaire, émancipation impossible, quoi. Absolument. Et ça veut dire vraiment une rupture d'égalité des droits. Et là, la détermination, quand même, a la potentialité de ce que peuvent en faire les familles. Et en plus, si on punit les familles, en disant que c'est les familles qui ne sont pas capables d'élever leurs enfants. Mais quand même, quand on voit la façon dont les familles se battent pour soutenir leurs gamins, ils n'y arrivent pas tout le temps. Mais quand je vois quand même dans des familles où, de fait, on va dire à des gamins, tu sors de la famille, enfin j'en ai déjà parlé aussi dans l'émission d'avant, mais cette question-là de la préoccupation des familles, et moi j'ai été très frappée qu'à la suite des révoltes de 2020, la réponse majoritaire de ce gouvernement, ça soit la punition des familles. Je veux dire, au contraire, la question c'est comment on est avec les familles en solidarité pour que de fait ils n'abandonnent pas de pouvoir éduquer leurs gamins. C'est très difficile aujourd'hui dans les contextes de domination sociale dans lesquels sont ces familles, où on a du mal à finir les fins de mois, on a du mal à pouvoir manger, on a du mal, enfin je veux dire, on l'a vu pendant le Covid quand même, les difficultés des familles, je veux dire, à pouvoir tenir les deux bouts pour pouvoir tenir qu'effectivement on n'a pas le souci que la famille elle va avoir à manger. Je veux dire, il faut se rendre compte quand même de ce que c'est que les soucis que les familles elles ont à tenir. Donc comment on fait ? Et si on n'est pas solidaire de ça, pour effectivement être dans un univers plus d'égalité, si on n'a pas conscience que réellement ces inégalités, les gens ne sont pas responsables de leur situation de pauvreté. De fait, les gens naissent dans des situations où ils vont devoir faire avec la pauvreté. Mais on n'a pas choisi son destin social. On n'a pas choisi le destin d'où on est quand même. Donc comment on fait ? Et ça, c'est bien un travail. C'est central comme idée quand même. Oui, faut le rappeler. C'est quand même une solidarité collective de penser que la première chose de la démocratie, c'est de se battre pour l'égalité des droits. Parce que de fait, une société qui ne veut plus soutenir l'égalité des droits et qui accepte au contraire, j'allais dire, la stratification des inégalités, eh ben, c'est une société qui n'est plus démocratique.
Donc je pense que à travers ces questions de comment les jeunes s'affirment et comment on les soutient, il y a effectivement toutes ces circulations sociales qui font que s'il n'y a plus d'espoir sur les droits sociaux et sur l'égalité, mais comment les jeunes vont-ils investir l'école ? Comment vont-ils investir leur destin social ? Donc, on est sur des questions, bien sûr, qui ne relèvent pas du tout que des éducateurs, ni même des jeunes eux-mêmes, bien sûr. Mais les jeunes, eux, par contre, sont le produit de ça. Et quand, par exemple, sur la question de qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui rassure, il y a plein de jeunes, ils prennent la photo où il y a de l'argent. Et ils disent, ça me rassure. Parce qu'ils me disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, l'argent, c'est la liberté. Parce que moi, il me faut suffisamment d'argent pour que je fasse, que je n'ai pas peur de la fin de mois. Ça, j'entendais pas ça avant. Maintenant, ils disent, moi, j'ai peur de la fin de mois. Si j'ai assez d'argent, j'aurai plus jamais peur. Et du coup, la question même de travailler disparaît. Pour eux, la question, c'est d'être sûr d'avoir de l'argent. Et des fois, quelle que soit la façon dont on obtient l'argent. Parce que là, ne pas avoir d'argent, le risque de la pauvreté, c'est un truc maximal. Et parce que certains la vivent déjà. Donc ça déplace même la question morale, qui est plus du tout prioritaire. Comment effectivement on va repérer la question de la loi ? Alors déjà, c'est très compliqué, la question de où est le rapport à la loi avec l'argent. Parce que dans l'ubérisation, par exemple, selon comment dans les livraisons, par exemple, on peut très bien, dans la livraison des produits, et dans l'absence aussi de protection, je veux dire, le fait que quand on fait Uber, on n'est pas protégé par le droit social. De la même façon que si on est salarié, pour la retraite, pour plein de choses. Donc, réellement, ces questions-là, c'est bien une érosion du droit social. Et quand M. Macron se fait tout pour que, de fait, des projets de loi sur le droit social de la protection des Uber ne passent pas, ça veut dire qu'il y a une mise en question de la netteté. En fait, le droit, ça va aussi avec la loi. C'est aussi parce qu'on a la loi, on respecte aussi la loi, parce qu'elle confère aussi des droits. Mais s'il n'y a plus de droits, il y a une espèce d'effacement de ce qui va faire les limites entre l'argent sale et l'argent propre, pour le dire comme ça. Donc c'est réellement... en fait, on a une économie grise. C'est-à-dire, on a beaucoup, beaucoup de façons de gagner de l'argent où on ne sait plus si ça renvoie l'autorisation de la loi ou pas l'autorisation de la loi. Et en fait, on a un effacement actuellement du rapport à la loi entre eux. Alors par contre, qu'est-ce qu'ils mettent à la place ? C'est le danger. Eux, ce qu'ils mettent à la place, c'est est-ce que c'est dangereux d'avoir l'argent de cette façon-là ou pas dangereux ? Et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit moins dangereux ? Mais vous voyez, donc sur les questions même du rapport entre la loi, la liberté, le droit, là, il y a un triangle de travail qui est considérable. Et effectivement, dans cette question de se situer, moi, je pense que travailler... On avait fait, il y a très longtemps, avec la PJJ, une exposition qui s'appelait « Parlons droit ». Et en fait, on travaillait le rapport à la loi. Et c'est une exposition que la PJJ, c'était Denis Collinet à l'époque, qui l'avait fait et qui a beaucoup tourné dans les écoles, etc. Et moi, je pense que la PJJ faisait un travail formidable d'aller expliquer le rapport entre la loi et le droit. Mais qui fait ce travail-là aujourd'hui ? Très peu, malheureusement. Bon, de temps en temps, la Ligue des droits de l'homme aussi. Mais quand même, je pense que, par exemple, le travail de la PJJ en milieu ouvert, qui de fait portait la question de la loi, en faisant cette expo-là, elle avait une entrée formidable de prévention. Donc, c'est vrai que la question... Moi, je ne suis pas toujours une fan de la prévention des risques. Mais je pense que, par contre, prévenir le danger pour que des mômes ne se mettent pas en danger, moi, je suis pour. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut prévenir. Et il faut prévenir que, de fait, si on ne tient plus le rapport entre la loi et le droit, on perd aussi de la protection. Parce que c'est quoi la protection sociale ? C'est quoi la protection en France ? C'est bien la question du rapport entre le droit et la loi. Comment on va protéger ? La protection judiciaire, elle protège parce que, de fait, la justice circule entre la loi et la loi. Mais c'est vrai aussi pour la protection de l'enfance. C'est-à-dire que réellement, et ça c'est un acquis démocratique, et ça c'est beaucoup un acquis d'ailleurs d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc quand je suis au Brésil par exemple, il pose énormément la question de la protection au Brésil. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de jeunes qui se font tuer, et qui se font tuer immédiatement. Eh bien, effectivement, ils n'ont pas le support des États entre la loi et le droit comme chez nous. Ça, c'est clair. Moi, j'ai été dans des prisons au Brésil de mineurs où les jeunes, ils rentrent en prison, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront jugés. Et si ça se trouve, ils vont sortir parce qu'ils sont bien comportés, ils ne seront jamais jugés. Donc, de fait, dans l'histoire des institutions brésiliennes aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pareil. Donc, nous, on a des acquis que je pense qu'il ne faut absolument pas perdre. Et celui-là, moi, il m'inquiète parce que je vois qu'il est en train de s'effacer quand même. Et puis, ce sont des réponses très concrètes à ce devoir d'égalité.
de la démocratie. Bien sûr. Et si ça, c'est pas tenu, qu'est-ce qu'on va leur demander de se situer, de s'affirmer ? Mais je veux dire, ils ne peuvent pas s'affirmer dans quelque chose qui n'est pas constitué comme paysage. Donc, c'est vrai que le paysage du droit et de la loi, c'est quand même le cœur d'un paysage de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est de reconnaître les valeurs de la République si, de fait, dans leur paysage, ça, c'est pas construit ? Pourquoi ils vont aller reconnaître les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et puis aussi la question, qu'est-ce que c'est la valeur de la République si, de fait, il n'y a pas d'exercice des droits et des lois ? Donc là, moi, je suis très inquiète par l'effacement, par ces économies grises. Et effectivement, les jeunes entre 16 et 18 ans, c'est les premiers piégés là-dedans. Parce que ceux qui quittent l'école et qui ne vont pas faire les études, ou qui vont faire les études, mais qui en même temps vont avoir besoin de ramener de l'argent à la maison, parce qu'il y a aussi besoin d'argent à la maison, eh bien, où est-ce qu'ils vont chercher l'argent ? Dans l'économie grise. Et dans l'économie grise, à un moment donné, qu'est-ce que ça structure pour eux comme repère ? Et si la réponse face à ça, c'est la criminalisation en direct, alors on met en face la peur et le danger. Mais c'est tout. C'est-à-dire, en fait, c'est un renoncement de la loi et du droit. Et ça veut dire que ces jeunes ne seront plus protégés. Donc si on transforme la protection en criminalisation, alors on n'est plus dans la démocratie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui est présent dans les lois sécuritaires de ces dernières années. C'est effectivement l'effacement du rapport de protection porté par la loi et le droit au bénéfice de la criminalisation parce qu'on fait de ces jeunes un risque pour la société. Mais en fait, on ne les protège pas. Et ça, c'est une question pour moi extrêmement centrale, de toute façon, de mon investissement. Mais c'est de dire que réellement, si on perd ça, alors on va rentrer vraiment dans une société violente. Parce que de toute façon, à ce moment-là, eux, ils vont calculer en permanence. C'est ce qu'on connaît au Brésil. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont en permanence en train de calculer la peur et le danger. Et en même temps, de faire... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Et on est déjà en grande partie là. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui se construisent là-dessus, mais pas sur le repère de la loi. Parce qu'il n'y a pas non plus d'exercice du droit. Donc, et ça, c'est quelque chose qui effectivement m'inquiète, mais ça, je le vois se développer dans les cultures de quartier. C'est que, de fait, quand il n'y a pas d'exercice du droit, comment est-ce que, de fait, on va valider que le droit, il existe ? Et d'où l'importance aussi de continuer à travailler sur les violences policières. Quand il y a effectivement violence faite aux jeunes, je pense que c'est très important de faire exercer le droit pour que, de fait, il y ait quelque chose de reconnu de cette violence-là. C'est-à-dire que quand on travaille, comme on a fait avec la Ligue des droits de l'homme sur les amendes forfaitaires, pour montrer que ces amendes forfaitaires, elles créent des situations de surendettement des jeunes et des familles, et que, de fait, ils ne peuvent pas aller au bout de ça, et qu'en plus, elles apparaissent totalement comme arbitraires, et qu'elles sont graves, parce que quand dans une famille, on a 15 000 euros de surendettement, parce que chaque gamin, il a 5 000 euros d'amende, je veux dire, on s'en sort comment ? Quand un gamin, il a 20 000 euros d'amende forfaitaire, qu'il a 18 ans, et qu'on va aller chercher l'argent sur son compte de travail, parce que c'est là qu'on va chercher l'argent pour que l'État se fasse rembourser, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas aller bosser dans le travail légal, parce que de fait, il ne veut pas qu'on prenne l'argent pour rembourser ses amendes forfaitaires. Et ces amendes forfaitaires, aujourd'hui, il n'y a pas de recours possible. On a fait un dossier à la défenseur des droits. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça se joue peut-être sur le surendettement des familles. Mais l'effacement du surendettement, ce n'est pas la reconnaissance qu'il y a un problème de recours de droit. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, on est sur des sujets très précis aujourd'hui, qui montrent déjà qu'on est dans des filières de criminalisation. Parce que les amendes forfaitaires, c'est le premier étage de la criminalisation. C'est de dire, oui, tu es potentiellement un criminel, donc je vais te mettre des amendes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des conduites qui devraient être répréhensibles. Mais pourquoi on a supprimé les médiateurs sociaux ? Pourquoi, effectivement, on a inventé les amendes forfaitaires plutôt que de multiplier les médiateurs pour que, de fait, ils portent le casque au bon moment, ils ne fassent pas des conneries dans les halls, que ça soit supportable pour les riverains ? On savait faire ça. Eh bien non, on a inventé les amendes forfaitaires. Parce que les amendes forfaitaires, c'est la première marche de la criminalisation. Et donc, eux, ils rentrent à ce moment-là dans une autre carrière. Il y a une autre carrière qui va les mettre à distance de la vie civile. C'est-à-dire que la carrière derrière, c'est le passage en correctionnel après. Voilà. Et il y a une carrière de la criminalisation, avec des jeunes qui ne vont pas s'en sortir. Donc, si ça, c'est un destin social, et que ce destin social, on le valide, alors à ce moment-là, qu'on ne dise pas qu'on est en démocratie. Voilà. Parce que là, c'est une rupture démocratique. Et ça m'inquiète, c'est vrai, énormément. Parce qu'on le voit en train de se mettre en place. Et moi, je suis en train d'analyser comment aussi ça construit de la violence entre eux.
C'est-à-dire que réellement, la question des codes de quartier s'inscrivent par rapport à la gestion de la violence. Et là, j'ai écrit un article donc, sur l'humiliation, parce que je vois bien comment, en fait, tenir la distance entre eux, c'est effectivement avec des codes. C'est avec des codes de pas être une balance, de pas s'humilier, de pas. Mais c'est des codes. C'est pas la loi, c'est pas le droit, c'est pas la protection des adultes. C'est des jeunes entre eux qui créent des codes pour, d'une certaine façon, ne pas se détruire ou se détruire d'ailleurs. Donc, ça veut dire que moins il y a du droit et de la loi autour d'eux, plus en fait ils vont créer leur code entre eux. Mais ça, on connaît ça dans les gangs en Amérique du Sud. Je veux dire. Moi, j'ai un copain qui, là, maintenant, fait ses études de danseur et il avait un contrat sur le dos du gang auquel il appartenait avant. Et maintenant, parce qu'il est en train de sortir du quartier, il a peur de se faire tuer par les gens du gang parce qu'il est sorti du quartier. Donc, c'est très sérieux quand des jeunes, ils sont pris, j'allais dire, dans des codes de quartier dépendants des systèmes de gang. Mais quand on a des jeunes qui meurent entre eux, comme en ce moment, sur les meurtres de jeunes qui se passent entre eux, et que de fait, ces meurtres-là, même si de fait, il y a des gens qui sont identifiés, qui vont aller en prison, ça ne va pas supprimer pour autant la culture de la revanche sur les meurtres de jeunes. Donc vous voyez, on a affaire aussi à des choses où l'absence, l'effacement pour moi du droit et de la loi produit de fait de la violence. Donc, et là, pour le coup, je parle des jeunes des quartiers populaires urbains que je connais, en particulier des garçons aussi. Quand je parle comme ça, les filles peuvent être prises dedans, mais c'est quand même beaucoup les garçons. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir protéger les garçons ? Voilà, et là, on n'est pas sur les questions. On peut être sur les questions du virilisme, parce que le virilisme va assez bien avec la force et avec tout ça. Mais si on n'arrive pas à protéger les garçons, comment ils vont transformer le virilisme ? Ils n'ont pas le choix. Il faut bien qu'ils soient virils et dans la force pour tenir le coup. Et ça va ensemble. Et on les pousse finalement à ça, quoi. Mais bien sûr, à partir du moment où ils ne peuvent pas éprouver que la société leur permet effectivement à un cadre d'autorité suffisamment sécure pour les accueillir tels qu'ils sont dans un respect de la loi et du droit, effectivement, on les renvoie à ça. On les renvoie à ça. Donc, ce n'est pas tous les jeunes qui vivent ça. Là, je crois que ce n'est pas tous les jeunes de France. C'est effectivement beaucoup dans les jeunes des quartiers populaires urbains. Mais ça compte quand même. Ça compte beaucoup. Ça compte énormément dans une société. Enfin, moi, je pense que ça compte beaucoup. Ça peut même faire basculer une société. Mais bien sûr. Mais qu'on me montre comment la criminalisation va effectivement renverser ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La criminalisation, ça fait partie de la construction de la violence. Donc ça, vous voyez, c'est des sujets... en fait, pour pouvoir tenir l'axe, là, affirmer, se situer et pouvoir prendre position, ça veut dire une sécurité des jeunes. Si on n'est pas capable d'assumer la sécurité pour tous ces jeunes, en fait, on ne leur permet pas de tenir cet axe-là. Et c'est vrai que je trouve qu'avec les éducateurs, il y a encore beaucoup de travail qui permet malgré tout de trouver des chemins. Mais n'empêche que les éducateurs, il faut qu'ils naviguent là-dedans. Naviguer là-dedans aujourd'hui, c'est hyper dur. Quand il faut naviguer sur les réseaux sociaux et les images immédiates de violence, naviguer avec les codes de quartier, naviguer avec la criminalisation, naviguer avec la famille qui n'y arrive plus. Mais comment ils font aussi les éducateurs ? C'est très difficile. Pardon d'avance pour ma naïveté, mais à t'entendre, du coup, on se dit, mais la politique qui va vers cette sécurisation et cet autoritarisme-là, en fait, n'a pas pensé le sujet. Bien sûr qu'elle pense le sujet. Alors, c'est quoi l'objectif ? Parce qu'il est quand même pas très joyeux, a priori. Non, mais je pense que la démocratie, enfin peut-être ça c'est une réflexion très générale, mais la démocratie, ça demande de l'argent. Ça demande vraiment créer de la demande sociale, créer de la culture, créer de l'éducation, ça demande de l'argent, ça demande des services publics, ça demande une présence. Si effectivement on veut encadrer des populations pour qu'elles soient efficaces dans une construction, j'allais dire qui serait, moi je ne suis pas économiste, mais qui serait immédiatement rentable économiquement dans un système de production capitaliste. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des gens qui soient codifiés très tôt dans des filières. C'est-à-dire, et qu'effectivement, après tout, l'économie grise, c'est une économie qui fait aussi fonctionner de l'argent. Et il y a même des pays où c'est énorme, où ça fait même l'équilibre, entre guillemets, des États. Ça ne fait pas l'équilibre des États, mais en tout cas, ça joue à fond dans les États. Quand on est en Colombie, le budget des narcotrafics, les collègues, ils disaient, c'est 10 fois le budget de l'État. Donc, voilà. Et aujourd'hui, en France, c'est pas rien non plus, les budgets des économies parallèles. Bon, tout ça fait partie d'une autre approche. C'est la maîtrise d'une société. Et la maîtrise d'une société dans sa capacité de rentabilité néolibérale et concurrentielle.
Bon, moi je pense qu'il y a des gens qui le pensent, ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui le pensent. Mais la démocratie, ça coûte cher. Je crois. Alors après, c'est tout le débat sur les fortunes qu'ils peuvent payer. Enfin, Est-ce que c'est le libéralisme qui est en train de tuer la démocratie ? Moi, je pense que le monde néolibéral tue la démocratie. En tout cas, aujourd'hui, elle ne la régénère pas. En mettant en sacrifice sur l'autel, notamment le corps des jeunes des quartiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que être jeune des quartiers populaires là-dedans, c'est beaucoup plus risqué. Ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne. Et que de fait, ils seront... Mais en même temps, il y a des jeunes aussi qui sont très néolibéraux dans les quartiers populaires. Hein. Leur rêve, c'est d'être patron et d'être leur propre patron. De toute façon, c'est le modèle qu'ils ont. Voilà. Et que de fait, le modèle de la réussite, il passe aussi par ça pour eux. Donc c'est aussi qu'est-ce qu'on fait en tant qu'éducateur, en tant que militant politique, en tant que militant des droits, pour ouvrir à d'autres modèles qui seraient aussi des modèles de la réussite, mais qui ne passent pas par le fait d'être tout seul face au monde dans sa réussite personnelle. Là, on a aussi beaucoup de travail à faire sur d'autres modèles de bien commun. Et là, quand même, on fait des choses. Je pense à tout le travail qui se fait avec des jeunes sur les solidarités, d'ailleurs en France, à l'étranger, dans d'autres pays. Comment on fait des chantiers solidaires, comment on éprouve de la solidarité entre soi. Et je pense que, par exemple, la question de l'utilité sociale et la solidarité, c'est un axe très important pour justement dépasser cette vision de la réussite qui serait toujours... il faut défendre sa peau, quoi. Et qui est héroïque, finalement. Il y a l'image du héros. Qui est pseudo-héroïque, mais surtout qui est défendre sa peau. C'est-à-dire, en fait, c'est soi contre les autres. Bon, c'est vrai que faire de la démocratie avec soi contre les autres, moi, je pense que ça marche pas. Donc, s'il n'y a pas effectivement des lieux où ils vont éprouver que c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus beau d'être utile au monde et que, de fait, ils peuvent être aussi dans cette situation-là. Mais pour pouvoir, j'allais dire, devenir un leader de l'utilité sociale, entre guillemets, il faut quand même aussi avoir une certaine confiance en soi. Il faut aussi se dire qu'effectivement, on peut se passer d'être dans la guerre de tous contre tous. Ça, c'est pas donné. Et puis, il faut être très fort et très solide sur ses appuis dans l'endroit où on se situe. Voilà, sauf si on est dans une morale religieuse. Alors, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça, c'est une question... C'est du prosélytisme, là. C'est de la croyance, mais quand même, on ne peut pas faire l'économie de la croyance religieuse dans les quartiers populaires aujourd'hui. Parce que, honnêtement, une des sorties vers l'espoir, je suis désolée, c'est le paradis. Et il y a plein de jeunes qui vous le disent. La vie d'aujourd'hui, c'est l'enfer, mais si on est une belle personne, on ira au paradis. Et il y a quand même plein de jeunes qui croient au paradis. Et il y a beaucoup de croyants, musulmans en particulier dans les quartiers populaires, mais pas seulement, évangélistes, etc. Et que mais on le sait, quand le monde il devient trop dur, faut bien trouver un ailleurs. L'ailleurs, il est où ? Et là, ça redonne un pouvoir très fort au monde religieux. Parce qu'un monde un peu des fois naïf, mais qui peut d'ailleurs très utilisé, manipulé, mais qui est que de fait, on ne peut pas se suffire de la dureté du monde. Sinon, cette vie n'a pas de sens. Donc, pour que cette vie ait un sens et qu'on paye si cher que ça, il faut bien qu'il y ait quelque chose ailleurs. Mais ça, c'est très présent aujourd'hui. C'est extrêmement présent. Quand des jeunes prennent une photo de gens qui prient devant la mosquée et qu'elle me dit là, c'est le seul endroit où je suis en sécurité. Parce que je suis avec d'autres qui prient comme moi pour le paradis. Et ça, je l'entends. Je l'entends très souvent dans les quartiers populaires. Donc, on ne peut pas se dire non plus. Et c'est vrai que moins la société sera rassurée sur elle-même, moins on sera sûr du droit, de la loi, de notre capacité de protection et de notre capacité à faire un monde ici et maintenant qui serait plutôt plus sympa demain qu'aujourd'hui, plus on va avoir des univers religieux. Et donc, c'est un ressort de la radicalisation. C'est ce que tu es en train de dire. Pas forcément. Être religieux, c'est pas forcément être radicalisé. Non, on est être croyant. Être croyant, tout simplement, être croyant. Non, je veux dire, il y a plein de croyants qui sont pas... Qu'est-ce qu'on appelle radicalisation ? Radicalisation, ça veut dire, si j'ai bien compris, des attitudes prosélytistes violentes qui peuvent faire qu'à un moment donné, on va avoir des attitudes de haine jusqu'à aller, effectivement, assassiner quelqu'un. Bon, c'est de fait pas tous les croyants. Donc il y a plein de gens dans les quartiers qui sont croyants et qui sont pas du tout dans une approche de ça, qui sont pas dans la haine, ils sont dans la croyance. Mais la question quand même, dans un monde où on travaille aussi avec la sécularisation, c'est comment on fait entre croyants et sécularisés. Mais bien sûr qu'il faut travailler avec les croyants. Il y a plein de gens qui sont croyants avec qui je travaille et qui de fait combinent aussi très très bien d'être avec un univers sécularisé, un univers de la croyance. Il y a plein d'associations qui aujourd'hui circulent. Et on en revient à la plasticité. Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr. Moi, je ne pense pas qu'on puisse refuser aujourd'hui le dialogue avec les croyants dans les quartiers populaires. De fait, beaucoup de jeunes avec qui je travaille disent on est d'abord croyants. Bon, c'était pas comme ça, c'est vrai, il y a 20 ans. Je crois pas. Mais là, aujourd'hui, et je crois parce que ça représente un espoir. Enfin, voilà. Et quand je travaille au Brésil, alors là, c'est encore plus, parce que c'est pas des sociétés sécularisées de la même façon que nous. Hein. Mais comment, et là j'apprends aussi d'ailleurs avec les Brésiliens comment ils travaillent aussi malgré tout avec les évangélistes. Et pourtant c'est très très difficile. Alors ça dépend quels évangélistes. Parce qu'il y a des évangélistes, c'est vrai qu'il y a des moments où on n'est plus du tout dans les mêmes mondes. Quand le médecin avec qui je travaillais à Salvador me dit comment il va à l'émission de télé et qu'à l'émission de télé, lui il doit parler de la plante de la drogue et que l'évangéliste ne parle pas de la plante de la drogue mais dit que c'est les cornes du diable, là ça devient quand même compliqué de dialoguer ensemble. Oui. Donc voilà, mais on en est là. On en est là, c'est-à-dire le monde fonctionne comme ça, avec effectivement la possibilité aussi d'une emprise religieuse massive. Oui, ça existe. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on continue à avoir un dialogue, mais pas en déniant le phénomène ? Moi, quand je travaille avec Saliou Faye, qui est imam de la mosquée... et qui est en même temps, animateur, qui a un DPGEPS à Strasbourg, on a beaucoup parlé de ça. C'est quoi aller travailler sur ce rapport entre sécularisation et croyance ? Il dit, la mosquée qu'il est en train de construire va s'appeler mosquée de la fraternité, parce qu'il a choisi la fraternité comme valeur de la République pour appeler la mosquée. Et il fait ça avec beaucoup de conscience. Un jour, je disais, mais comment tu fais ? Parce qu'il va travailler en prison avec les fichiers S, là. Donc, ceux qui seraient les radicalisés. Il dit, tu fais comment, là ? Mais il dit, moi, il y va comme imam. Donc là, il repart du Coran, puis il leur dit, puis il discute, il travaille. Et puis les jeunes, ils disent, tout écrit dans le Coran. Voilà, ça fait partie du truc, des choses. Et il dit, bon, alors, tu conduis en voiture ? Oui. Tu as un permis de conduire ? Oui. T'as un code de la route ? Oui, c'est écrit dans le Coran. Ah ouais, mais quand même. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Comment lui, de son lieu d'imam, il met en question que oui, tout ce qui est écrit dans le Coran ne peut pas être pris comme une prescription. Et que toute la vie ne va pas être inscrite sur la prescription qui est dans le Coran. Donc, et on a eu beaucoup de discussions comme ça, parce que c'est avec Saliou qu'on a commencé à travailler sur l'esprit critique. Et c'est vrai que, on ne l'a pas fait, mais moi, j'aimerais des fois faire plus de travail avec lui sur comment travailler entre justement la question de l'esprit critique quand on est dans la croyance et quand on est dans la sécularisation. Moi, je ne suis pas croyante. Honnêtement, je peux essayer de me poser la question, mais ça n'a jamais marché. Donc, comment je fais quand même pour travailler avec des croyants ? Je peux pas ne rien comprendre. Et ça, c'est des altérités, pour le coup, d'univers. Hein, c'est pas facile. Bon. Et c'est vrai qu'en allant travailler à Jérusalem, c'est quand même compliqué à Jérusalem de penser que la croyance n'existe pas. Alors là, franchement, c'est quand même saisissant. Et c'est quand même l'humanité sur des années. C'est combien ? 3500 ans. C'est immense, la question de la croyance. On ne peut pas penser que ça disparaît comme ça, là. Et que nous, en tant que monde sécularisé, on n'aurait rien à dire aux croyants. Oui, de fait, aujourd'hui, on a des jeunes qui renaissent beaucoup à la croyance. Et donc, de fait, c'est notre travail aussi d'éducation populaire d'aller travailler avec la croyance. Et c'est pas la laïcité qui va nous protéger de la croyance, parce que ce serait une séparation entre l'Église et l'État. Je veux dire, la laïcité, c'est une histoire politique. Ça ne renvoie pas à la question de l'éthique de la croyance et de ce qu'on est en tant qu'humain, quoi. Donc, moi, je pense que les jeunes, ils vous convoquent très, très souvent, non pas aux principes politiques, mais qu'est-ce que c'est être humain ? Voilà, qu'est-ce que c'est être humain ? Qu'est-ce que c'est exister ? Bon, c'est vrai que dans cette question de l'existence, moi, j'essaye de beaucoup circuler, tout en étant moi-même, hein, parce que je ne peux pas m'inventer croyante, mais en entendant bien que leur espoir à eux, ils le mettent là-dedans. Donc, mais ma question, c'est quand même de les réassurer du côté de l'ici et maintenant, de mon humanité présente et politique, pour que de fait, ils aient peut-être un peu moins besoin de dépendre d'une prescription croyante pour être sûrs qu'ils sont des belles personnes et qu'ils ont accès à la démocratie, aux droits, etc. Mais c'est d'une certaine façon, entre guillemets, un combat. Pas avec eux, un combat politique.
Et je pense que l'usage qu'on fait de la laïcité aujourd'hui, c'est extrêmement tordu. C'est extrêmement tordu. La laïcité n'est pas une valeur. La laïcité est une histoire politique. C'est un principe politique de séparation de l'Église et de l'État. Et ça n'a jamais dit que, de fait, et ça vise quoi en plus, très souvent, la loi sur le séparatisme, ça vise quoi? Ça vise les musulmans. Il y a quand même bien quelque chose où la méfiance, elle est du côté des musulmans. Qu'est-ce que ça dit dans l'histoire de France? Qu'est-ce que ça dit dans l'histoire de l'accueil des religions en France? On ne dit pas la même chose des catholiques, on ne dit pas la même chose des évangélistes. Et moi, je suis très inquiète des fois par le niveau de sectarisme des communautés évangéliques. Je suis aussi inquiète par ça que le sectarisme du côté des musulmans, ou la possibilité de manipulation violente. Alors, c'est vrai qu'on a vécu des attentats, on a vécu en France aussi des manipulations très violentes par l'islam, on ne va pas dire l'inverse, et qu'évidemment ça a mis tout le monde en défiance vis-à-vis de l'islam, c'est compliqué. Mais pour autant, regardons ce que c'est l'aliénation par le religieux. Et l'aliénation par le religieux, ça ne peut pas se limiter, et ça n'est pas propre qu'à l'islam. Voilà. Et c'est vrai aussi dans la religion catholique, etc. Ça fait partie du phénomène religieux que d'avoir un risque sectaire. Et je veux dire, comme il y a un risque dans le politique, d'ailleurs, d'avoir des groupes, pour moi, ultra-violents, qui vont sortir de la sphère du politique. Donc ça aussi, ça fait partie du travail démocratique. Mais moi, j'apprends beaucoup aujourd'hui en travaillant avec des grands croyants qui m'aident aussi à circuler. Comment j'aurais compris là, les histoires des hadiths là, chez les jeunes? Pourquoi ils racontent ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin d'être des belles personnes et d'aller se raconter ça? Je me rappelle, une fois, j'étais en Guyane, j'étais dans une communion catholique. Et là, il y avait un gamin qui avait Rasta, là. Ben, évidemment, j'ai fini par aller discuter avec le gamin Rasta, là. Et il me raconte que lui, il est musulman. Et que son frère, il est à Marseille. Et qu'il lui téléphone tous les soirs pour savoir quels sont les hadiths qu'il doit dire en fonction des conneries qu'il a fait dans la journée. Voilà. Bon. Ben, si on n'a pas compris que là, il joue quelque chose de l'effacement des conneries qu'il a fait pour pouvoir se retrouver une belle personne. Alors bon, on va pas dire que c'est la chose la plus intelligente peut-être du monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est là qu'il est. Donc, on peut refuser là où sont les jeunes, mais dans ce cas-là, comment on les accompagne? Voilà. Voilà. Et ça, c'est un choix pédagogique. C'est vrai. On pourrait dire on leur fait suffisamment peur en disant bah, ça, vous faites toutes vos conneries, mais on ne veut pas le savoir. Et puis, si vous êtes vraiment de la société, eh ben, vous ne nous le montrez pas. Très bien. Mais ça, c'est une société autoritaire. C'est-à-dire, dans toutes les sociétés autoritaires, les gens, ils ont des conduites qui ne correspondent pas à la demande de la société autoritaire, que ce soit en Russie, en Iran, etc. Mais si c'est à ça qu'on veut arriver, alors c'est vraiment grave. Pour moi, c'est une faillite de la démocratie. Il y a une différence entre une société autoritaire et totalitaire. Alors peut-être qu'il va falloir aller chez Hannah Arendt. Ça, c'est compliqué. On pourrait penser que le totalitarisme se reconfigure aussi aujourd'hui autour de sociétés. Et puis peut-être que ce qu'on appelle société autoritaire, on ne peut pas exactement mettre sur le même plan l'Iran, la société russe. Et puis, la France, non. On peut pas. Ouais. On peut pas. Par contre, qu'il y ait une tendance à traiter par l'autorité de l'État en mettant à distance et en faisant peur et en ne traitant plus en fait de comment les gens, par exemple, construisent leur socialisation, mais comment effectivement, je pense que dans l'autoritarisme, il y a quelque chose de tenir les bonnes conduites à distance des mauvaises conduites. Et je pense que dans la démocratie, il y a quelque chose où les bonnes et les mauvaises conduites, ça se noue ensemble. Et que c'est pas pareil d'être éducateur si de fait on travaille là où ça se noue et qu'en travaillant conscience avec les jeunes pour voir comment ils nouent ça et comment ils peuvent faire évoluer ce qui se noue là, que si on fait si on ne tient que t'as pas le droit de faire ça. Si on tient t'as pas le droit de faire ça, on est dans une conduite pédagogique autoritaire. Et puis tu te démerdes après de ta transgression. Mais si tu sais que si tu transgresses, tu risques quelque chose. Et là, on rentre effectivement dans une société, pour moi, autoritaire. Et il y a effectivement un gros enjeu aujourd'hui de est-ce qu'on continue à être une société démocratique où on travaille sur les contradictions, les conflictualités, les passages, les choses qui sont plus ou moins bien, etc. Et qu'on les accompagne là-dedans, ou si on leur dit, voilà, tu mérites de la France et dans ce cas-là, t'es comme ça, tu mérites d'être citoyen, dans ce cas-là, t'es comme ça, et sinon, tu prends le risque d'être criminalisé, d'être jeté de l'espace citoyen, etc. C'est pas la même vision. C'est pas la même vision de l'autorité dans une société.
Et moi, c'est vrai que je ne suis pas, a priori, pour être dans ce positionnement autoritaire. Et je pense que ce gouvernement, ces derniers temps, depuis 2-3 ans, a beaucoup affirmé une affirmation très autoritaire, du genre, t'es ça ou t'es pas ça. Mais si t'es pas là, j'en ai rien à... Voilà, tu prends le risque de la criminalisation. Et la famille aussi. Et dans ce cas-là, tu sais que tu seras puni. C'est vraiment ce que dit Foucault sur la question de l'espace punitif. Surveiller et punir. Ah bah oui. Et là, je pense qu'on est quand même dans une bascule. Alors, sûrement pas avec la même idéologie que le Rassemblement national. Le Rassemblement national ramène une idéologie à ça. L'idéologie du vrai français. Voilà. Je ne pense pas que chez Macron, il y ait la même portée idéologique. Mais par contre, dans les mesures qui sont prises, il y a des choses qui vont servir tout à fait un système autoritaire porté avec une idéologie autoritaire. C'est ça qui m'inquiète. Mais c'est ce qui donne l'impression que c'est fait un peu aveuglément, parce qu'en fait, c'est une réaction de gestionnaire. Non, je crois pas. Non. Enfin, c'est compliqué. Alors, je sais pas, moi, je suis pas dans leur tête ni rien, mais parce que je pense qu'ils travaillent aussi avec des think tanks, avec des gens qui les conseillent. Mais lesquels ? Est-ce que c'est les bons ? Non, c'est pas des bons ou mauvais. C'est que selon l'idéologie qu'on a et le projet politique qu'on a, n'a pas les mêmes. Mais on peut penser quand même qu'il y a des think tanks très liés aux conservateurs catholiques aussi. Enfin, il y a des gens qui réfléchissent cette question-là. Je ne peux pas penser que c'est totalement aléatoire. Alors, c'est pas porté peut-être par une idéologie aussi compacte que le Rassemblement national. C'est pour ça qu'on dit quand même que le Rassemblement national, on dit que c'est fasciste. En tout cas, on dit que c'est en tout cas une rupture démocratique. Je pense que chez Macron, ce qu'on vit en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La preuve, c'est qu'on a quand même plein de mouvements sociaux, plein de mouvements politiques. Enfin, on est dans une société très instable en ce moment, qui est justement traversée par énormément de choses et qui n'est pas fixée sur une idéologie. Le risque, effectivement, c'est la bascule sur une fixation idéologique. Mais pour le moment, de ce point de vue-là, alors par contre, il y a une perte des repères. Il y a une perte des repères, je crois, de qu'est-ce qui fait l'effort ensemble pour tenir un certain nombre de choses de la démocratie et que de fait, on en fait l'effort ensemble. Bah dis donc, il en a pris pour son grade, là, le monde. Oui, on essaye de faire avec. Et qu'est-ce que tu retiendrais de cette heure et demie de discussion, l'essentiel de cette idée de s'affirmer, de ce besoin de s'affirmer, de se situer et de prendre position pour la jeunesse des quartiers. Quelque part, pour nous qui sommes des adultes, parce que là je parle quand même de ce lieu-là, je ne vais pas parler à la place des adolescents, c'est de ne pas perdre l'espoir de tenir ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que sur tous les territoires, auprès de tous les groupes de jeunes, autour des parents, de toutes les communautés de vie, on continue à tenir à ce que les jeunes puissent être là, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont à dire, avec leur façon de le dire, tout en étant capable d'être critique avec eux sur ce qu'ils disent, mais en accueillant ce qu'ils disent. Et je pense que ça demande beaucoup d'efforts, mais que réellement, c'est tout à fait possible. C'est non seulement possible, mais c'est rigolo. Enfin, c'est joyeux. En fait, un môme qui est là, c'est vraiment joyeux. Quand on sent qu'il est vraiment là, et qu'il se dit « Ah, mais quand même, je suis là !» Alors, pour moi, c'est une immense joie. C'est comme un gamin qui se met debout, qui commence à marcher. C'est quand même un bonheur. Un adolescent qui dit « Ah, mais je peux vraiment être là. Et d'ailleurs, je peux vraiment dire que je suis. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de vous le dire. » C'est un grand bonheur. Donc ce bonheur-là, en tant qu'accueillant des adolescents, on ne peut pas y renoncer. Et on a encore plein d'endroits où on peut le faire. Voilà. Et avec, même dans les endroits les plus compliqués, ou dans l'enfermement, etc., on ne peut pas renoncer à ça. Et je pense que c'est vrai que moi, je me rappelle quand je suis intervenue à Fleury-Mérogis, là, avec Coexiste, de voir ce môme se saisir de ça et s'en saisir de cette façon-là, c'était émouvant. Parce que c'était, je tiens debout et je suis à Fleury-Mérogis et je vais passer en procès. Enfin, voilà, et j'ai des choses dures sur la tête, mais pour autant, il y a des gens qui m'aident à tenir debout. Alors, il n'y a pas besoin d'un héroïsme comme ça tout le temps. Je veux dire, on peut tout à fait être chez soi, à la maison, et tenir quelque chose comme ça avec l'adolescent qui se lève le matin. Mais je crois réellement que ça, c'est un... Enfin, mon sentiment, c'est que on ne peut pas être des démocrates avec les adolescents si on n'est pas joyeux avec eux. C'est-à-dire, on ne peut pas être tout le temps dans l'effort. Il y a quelque chose, alors c'est pas être béat, joyeux, idiot, mais c'est se dire « Ah, tiens, c'est un peu comme l'émerveillement d'hier. C'est « Ah ouais, on a tenu ça ensemble. » Voilà.
Et ça, je pense que... Bon, c'est vrai que j'avais un père qui était un grand optimiste de l'éducation. J'ai dû en prendre une partie. Mais je pense que cet optimisme-là, il me tient. C'est-à-dire ça, je pense réellement que, quelque part, moi, je ne peux pas tellement renoncer à ça. Parce que cette joie-là, je l'aime vraiment. C'est vraiment un vrai bonheur quand je sens un gamin qui se dit « Ah, je vais te dire qui je suis ». Je me rappelle un jour, ça c'était rigolo, je faisais un entretien avec des jeunes et puis il y avait un petit gamin, il avait, je sais pas, 15-16 ans, 14-15 ans, et il était d'origine subsaharienne, il était du Bénin. Puis il écoutait vraiment, quoi, il disait rien. Puis tout d'un coup, il me regarde et il me dit « C'était comment quand vous aviez 20 ans ?» J'ai dit « C'était en 73, j'étais révolutionnaire, je voulais changer le monde et c'était comme ça. » Puis tout d'un coup, il me regarde et il me dit « Ah !» Mais ça, c'est l'âge de ma grand-mère. Oh, je dis, zut. Tout le monde a rigolé. J'étais devenue la grand-mère des quartiers populaires. Donc, je suis passée d'être la copine à la grand-mère. Donc, ça, après quelques décennies. C'est une histoire généalogique. Voilà. C'est un moment où le gamin, il s'est autorisé à me dire, mais vous, en fait, là, vous me parlez là. Mais vous êtes qui, vous ouais. Et vous êtes qui, là Et vous êtes qui pour me parler et moi, je dis ça. Voilà. Là, il a tenu debout. Voilà. C'est très beau. Hier, on a terminé sur l'émerveillement et le désir. Aujourd'hui, sur la joie et l'espoir. C'est très lumineux, tout ça. Merci beaucoup, Joëlle Bordet. Comment ça va le monde est une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle. Un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée et vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. On vous remerciera. Allez, gros bisous.